Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette troisième édition, la chronique Marvel Cineverse. On est le 20 janvier 2024. Il fait -1 degré dehors. Le mec, il commence par faire la météo, tu sais. J'espère évidemment que vous allez bien. Je suis évidemment accompagné de Marvel Cineverse. C'est logique, c'est dans le titre. Comment tu vas? Ça va, très bien. Bonsoir à tous, j'espère que cette vidéo, va vous plaire parce qu'on a quelques petites news intéressantes qui sont sorties récemment. Oui, on a beaucoup de choses à évoquer, un petit peu moins que la dernière fois évidemment, parce que la dernière fois ça avait été assez compliqué, il y avait pratiquement 1 heure de news. On va éviter de repartir sur ce même temps. Aujourd'hui, on a un peu de tout, on a du Sony pour une fois, parce que la dernière fois je crois qu'on n'avait pas trop évoqué cet univers-là, ou très brièvement. Mais évidemment, on va commencer par Madame Web. Mais avant ça, j'aimerais juste préciser que si vous avez des questions durant tout ce live ou durant cette vidéo, gardez un petit peu les questions de côté, on y répondra si vous en avez à la toute fin. Ça peut être tout type de questions tant que ça touche à Marvel, ça tombe sous le sens, évidemment, parce que c'est un petit peu la chronique Marvel, c'est un petit peu dans le nom. Bon, je vous propose qu'on perde pas trop de temps, je vais baisser un petit peu la musique, le temps que tout le monde s'installe et on va parler un petit peu des news. À commencer évidemment par le programme qui se dévoile petit à petit, parce que je vous rappelle qu'il sort quand même ce 14 février 2024, date française, pour la Et Saint-Valentin. américaine. Ah, c'est en même Ouais, temps. même jour. Ouais, J'avais oublié ce détail, c'est assez intéressant. C'est assez rare aussi parce que on sait que les sorties aux c'est vrai. États-Unis c'est souvent le vendredi, puisque nous en France c'est le mercredi. Mais voilà, évidemment, premier truc, c'est assez officiel là pour le coup, c'est la promo du film qui se lance avec pas mal de visuels qui ont été annoncés. D'abord, on a eu des visuels sur une sorte de canette de soda. C'est assez particulier, c'était le premier visuel de Madame Web avec son costume. Ensuite, on a eu une image avec les trois Spider-Girls qui sont là. Donc, on a Julia Cornwall, pardon, qui n'est pas Julia Carpenter dans ce film-là, a priori, même si c'est son nom complet dans les comics, comme tu le disais tout à l'heure. Mais voilà, de la promo sur Madame Web, c'est pas surprenant. C'est normal, le film sort dans pas longtemps. Ouais, bah, c'est j'ai pas rien d'autre à dire. Si ce n'est que voilà, ça a fait parler, il faudra voir le rendu dans le film, hein, c'est, du point de vue des costumes parce que c'est vrai que là sur ces images, ça fait un peu particulier et ça montre une chose, c'est que faire un costume qui soit, fidèle aux comics n'est pas toujours, aisé parce que là, pour le coup, surtout celui de Madame Web, hein, qui me dérange, celui qu'on a vu sur la bouteille, Ouais, bon, c'est un peu bizarre. Faudra voir, hein, je pense dans le film. Pas partir, hyper pessimiste non plus, mais bon, voilà. Après, oui, on voit qu'il y a quand même un côté fidèle, peut-être pas pour Ezekiel Sims, mais en tout cas pour, Julia Carpenter, si on peut l'appeler comme ça. ouais, Pour, avec les lunettes. Spider-Girl, pour, Mm. ouais, ouais, pour Aranya aussi, voilà, on voit qu'il y a une plutôt bonne fidélité, on voit que c'est vraiment perfectible aussi. Mais, oui, non, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut dire, c'est que faire du comic accurate n'est pas gage de qualité systématiquement. Ah non, ça c'est sûr, mais moi il m'inquiète un petit peu ce film, surtout de par le joli bordel qu'il y a eu autour de plein de rumeurs, de trucs officiels. J'ai l'impression que même les studios savent pas trop quoi annoncer officiellement. Est-ce que ça va faire crier les fans ou pas? J'ai vraiment l'impression qu'ils ont du mal. En tout cas, voilà, on a eu des affiches aussi françaises. J'ai pas compris. Le move, c'est. Je sais pas, je vois aucune différence entre les deux si ce n'est la couleur, qu'on passe du noir au rouge. Pas grand chose. Je crois même que la photo d'Ezekiel, c'est exactement la même. Ouais, c'est exactement la Oui, même, mais c'est juste que même ils ont pour enlevé le truc. Dakota Johnson, on a un peu l'impression, quelqu'un me l'a fait remarquer sur, Twitter, qu'on a l'impression qu'elle a pris qu'une seule photo, Dakota Johnson pour la promotion du film et que c'est toujours C'est la même. vrai, putain. C'est vrai de Bon ouf, ça. voilà, après bon, je pense qu'on a aussi tendance à taper un peu facilement sur le film, ou les films Sony, moi le premier, hein. Mais bon, je pense qu'on a vu des affiches bien pires que ça, donc bon, voilà. C'est, Oui, après on a eu voilà, pire. c'est que de la promo, on jugera le film sur pièce comme tous, hein, même si on a c'est compliqué de pas partir avec un a priori négatif suite à pas spécialement sur Madame Web, hein, mais vraiment, en prenant en compte les Venom, Venom 2 et Morbus. Évidemment, il en va de soi. C'est vrai que on est dans cet univers-là, on Et l'a oublié. puisqu'on est sur la promotion et j'ai pas envie de tirer des conclusions là-dessus, mais c'est un fait qui est très particulier. C'est que, on a déjà eu 4 films Sony,
qui ont eu le droit de la promotion, à savoir Venom, Venom 2, Morbius et Kraven, puisque Kraven a eu le droit à des bandes annonces avant, Tout à fait, d'être ouais. reporté. Et c'est donc le 5e film où Sony fait la promotion et c'est le premier film où, les comptes officiels de Marvel Entertainment, Ouais, assurent la promotion également. Donc on parle de comptes officiels de Marvel qui sont gérés par Disney et pas du tout par Sony. Et jusqu'à complètement. présent, pour la promotion de ces films-là, qui sont des films Marvel, mais des films gérés uniquement par Sony, pas du tout Disney, bah, évidemment Disney n'a pas assuré la promotion. Là, c'est particulier puisque les bandes annonces ont été uploadées sur les comptes YouTube de ce Marvel Entertainment, sur Ouais. les comptes officiels. Bon, c'est étrange. On rappelle qu'il n'y a aucune implication de Disney. Dedans. J'ai encore je déteste dire Disney en plus, je me bats Ouais. jour et nuit, pour qu'on arrête de dire Disney à tout va. Il n'y a aucune implication de Marvel Studios sur ce film-là, que ce soit de Kevin Feige ou d'autres producteurs de Marvel Studios. Donc c'est particulier. Est-ce qu'il y a des liens? J'y crois pas trop, mais en tout cas, voilà, Je sais je ne pas. saurais pas vous dire pourquoi une instance de Disney, assure la promotion de ce film-là. En fait, j'ai vraiment l'impression que comme je disais tout à l'heure, qu'ils sont complètement, perdus en interne et qu'ils sont en mode: «Est-ce qu'on officialise que c'est canon? Est-ce que ça va plaire aux gens peut-être?» Du coup, ils changent d'avis. Ça tient aussi la route de par le fait que Daredevil est devenu canon selon, Vincent D'Onofrio assez récemment, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est le bordel du côté de Marvel, que ce soit Sony ou, Marvel Studios et j'ai l'impression que les prises de décision se font un petit peu au dernier moment. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu, particulier à ce niveau. Non, j'ai pas cette impression-là, pas du côté de Ah Marvel ouais? Studios en tout cas, parce que, bah, peut-être qu'ils prennent des décisions récemment, mais est-ce que voilà, ils les prennent un jour ou l'autre, il y a des changements. C'est pas comme s'ils prenaient une décision, pour la veille pour le lendemain pour quelque chose qui sort, bon, madame Je Web, sais pas. on pourra jamais savoir s'il y a des changements de dernier moment. Mais voilà, peut-être qu'il y a une modification dans la collaboration entre les 2 studios et que maintenant, Marvel Studios assure aussi la promotion. Je viens de penser au fait que pareil pour les films, Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, même s'il y a des liens, on le sait maintenant, il Mmh. n'y a pas eu de promotion de la part de Marvel Studios. Oui, Après c'est peut-être que vrai. c'est Ah quelque chose bah, de récent, on gardera un œil là-dessus le pour troisième. Kraven et pour Venom 3. Oui, dans tous les cas, c'est sûr, on verra un petit peu ce qu'ils font parce que le côté Kraven est intéressant notamment parce que le trailer, le 1er était sorti sur la chaîne de Sony. On verra si le deuxième il change la communication. Peut-être que le deuxième sortira sur Marvel Entertainment, on verra. En tout cas, c'est un peu l'idée. C'est étrange aussi que nous ayons eu qu'un seul trailer. Déjà, bonsoir à toi, Tom Cagno, j'espère que tu vas bien. Non, c'est pas très surprenant parce que depuis quelque temps, la promotion autour des films, les trailers sortent assez tardivement, de plus en plus. Et là, c'est vrai qu'on est à moins d'un mois de la sortie, mais je pense qu'un trailer va pas tarder là pour donner encore plus envie aux gens d'aller voir le film. Je suis pas étonné De que toute pour l'instant on façon, ait eu qu'un seul. après on en a eu plein, différents. Oui, des Peut-être pas spots, avec ouais. ouais, des spots, voilà, il y a peut-être des petits montages partout. Je pense que, voilà, l'intérêt n'est pas non plus aussi de chercher à parce qu'on parle de films qui sont quand même drastiquement moins longs que la plupart des films de Marvel Studios, par exemple. Oui. Je sais plus avec qui j'en discutais cette semaine sur Twitter, mais ça m'a interpellé. Il y a aucun film Sony, à l'heure actuelle, qui, dépasse 2 heures. Ouais, sachant que c'est Voilà, celui-ci qui sera le plus long d'ailleurs. De tous les films Sonic qui sont sortis. a priori, je suis pas sûr que la date de la durée soit officielle encore, mais semble-t-il que oui, on est encore, Ouais, sur on est sur le film possiblement le plus long, mais qui ne ouais, dépasse toujours pas 2 heures. Donc moi, je à trouve que voir. leur communication n'est pas déconnante, hein, d'avoir sorti une bande annonce il y a quelque temps et de faire des spots avec, peut-être, de temps à autre quelques images un peu différentes, arrangées différemment. Il faut pas trop en montrer sur des films qui n'est pas trop long, hein, qui plus est. Bien sûr. Et puis l'avantage qu'ils ont, comparé à The Marvel par exemple, c'est qu'ils peuvent, assurer la promotion en présence des actrices, ce qui n'a pas été le cas par exemple pour The Marvel. Oui, complètement, parce que le film était sorti juste avant la fin de la grève des acteurs. Je crois qu'il y a eu que deux trois films qui ont eu des droits de, de passation comme ça. Je crois qu'il y avait notamment Hunger Games. Je crois que les gens ont pu aller, les acteurs ont pu aller sur le tapis rouge, mais c'est tout quoi. Il y a Euh, eu des films, oui, dès lors qu'ils étaient pas assurés par les 5, 6 plus gros studios, ont hmm, pu, à négocier des accords avec, les studios américains à l'époque. Je pense notamment à la série sur, Daryl Dixon, oui, de Walking Dead, la série spin-off où on a vu complètement. l'acteur, Keanu Reeves pouvoir assurer la promotion en France alors que la grève était bien lancée. Évidemment, il y a eu des accords, c'était pas un studio majeur,
qui produisait la série. Yes, bien sûr, évidemment. D'ailleurs, on va continuer un petit peu de parler Madame Web parce que forcément, c'est le gros programme Marvel qui sort en ce début d'année 2024, à part Echo, évidemment, parce qu'on va revenir sur Echo un peu plus tard. Mais du coup, on a la réalisatrice S.J. Clarkson qui a déclaré que son film se déroulait en 2003 et qu'il prenait part dans un univers propre, donc dans un univers différent de celui de Venom, qui, je vous rappelle, est la Terre 688, pardon. Voilà, c'est une news assez récente aussi, qui est officielle du coup pour le coup. Mais ouais, Et c'est le une news film. qui a le mérite d'exister de un et qui a le mérite d'intervenir sur le bon timing parce que je vais peut-être un peu déborder sur, ce que tu allais dire juste après. Une rumeur qui a été présentée par Voilà. Jay Snyder, une rumeur qui a été annoncée dans la nuit et qui, lendemain au soir a été déjà, un peu contredite par cette information. Il parlait d'un film potentiellement dans les années 90, enfin qui avait été pensé dans les années 90, qui aurait été changé un peu au dernier moment dans les reshoots pour retirer toute référence aux années 90. Là, au moins, c'est clair, le film se déroule en 2003, Ouais. hem et se déroule dans son propre univers, donc on n'est pas dans le passé du SSU ni dans le passé du MCU. Hem, donc Oh, ça veut bon, dire qu'a priori, aucun c'est Spider-Man ne sera là, quoi. Enfin, du moins pas ce qu'on pense, forcément. du moins pas ce qu'on pense, du moins Ouais, et du moins pas le Spider-Man non plus d'un potentiel Spider-Man du SSU, puisqu'on est encore sur quelque chose d'à part entière. ouais, complètement. Donc, ça serait C un Spider-Man c inédit si jamais ils le font. c'est ça. Il y a, ou pas d'ailleurs, on peut très bien imaginer, le Quoi. même acteur qu'un Spider-Man qu'on connaît, mais qui soit un variant du coup. Oui, Mais, complètement. ce que je veux dire, c'est que c'est une décision qui est, un peu en demi-teinte parce que quelque part, voilà, le film est libre de faire ce qu'il veut. Je pense que ça peut être intéressant parce que connaissant un peu les «spoilers» entre guillemets de l'intrigue, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. Il peut y avoir des surprises à la fin du film, c'est ça que je veux dire. J'y crois pas Oui, trop, honnêtement, moi non plus. mais c'est possible. Et c'est d'autant plus possible de par cet univers à part entière maintenant. À savoir que Pour pour ce film. autant, Pardon, excuse-moi. oui, non, vas-y, vas-y. Je disais que, notamment au truc par rapport à la fin du film, c'est que les rumeurs annoncent aussi qu'il n'y aurait pas de scène post-générique pour le moment. Ce qui veut dire pas forcément de lien. Enfin, parce qu'on a l'habitude d'avoir des scènes post-génériques qui teasent soit un second film, soit une connexion à un autre film du même univers, mais a priori on s'en partirait pas là-dessus. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des surprises que sur la partie, enfin, le montage basique, quoi. À voir. Oui et puis surtout qu'on traite des personnages et on traitera, je pense, très directement de l'univers Spider-Man, bien plus que les films, Sony à part entière. Oui, Madame Web a toujours été des liens avec Spider-Man. Je vais encore déborder parce qu'on est vraiment dans le sujet, donc je déborde sur un truc que tu allais dire juste après, mais on a potentiellement l'oncle Ben dans le film. oui, Donc voilà. voilà, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent, très bien, réécrire plein de choses, dans le passé, donc voilà. Mais la question qui me taraude un peu, c'est que, dans la question de la logique de la construction de cet univers Sony, qui déjà, bon voilà, chacun pensera ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait aucun sens, mais là, ça n'en fait il y a encore moins de sens. On parle d'un film qui est dans le SSU, mais qui n'aura strictement aucun impact dans cet univers, qui est donc dans une timeline différente, bon, heu, C'est justement ce que disait pourquoi Tom ce Cagno ta sur YouTube, hein. Il disait qu'il oui, voyait le pardon, comment Sony construit son univers? Enfin, c'est ça. voilà, donc ça peut être très bien, ça peut être un très bon film dans son coin, ça peut être, on n'en sait rien, hein, ça peut être une très, très bonne surprise, mais si c'est une très bonne surprise, c'est une bonne surprise qui n'aura pas d'impact ou peu d'impact sur le SSU parce que c'est un film qui est dans son coin. C'est ce qui est problématique, je trouve, avec le côté Sony, notamment en ce moment. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre un petit peu quels liens ils vont connecter. Peut-être qu'on n'en aura pas tout court. C'est un petit peu bizarre. Mais, dans tous les cas, voilà, c'est Heu, toutes les rumeurs autour de ce film-là. Tu voulais rajouter quelque chose? ouais, d'une façon ou d'une autre, on aura toujours des connexions, je pense, hein. On l'a vu dans Across the Spider-Verse, en fait, le Spider-Verse, c'est la toile de la vie et du destin et c'est quelque chose qui est intimement lié à Madame Web dans les comics, donc on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des liens, par là. Je Oui, dis pas qu'il y aura, le Spider-Man Miguel O'Hara qui va débarquer dans le film, pas du tout, mais je dis non, que si on parle de Madame Web dans Beyond the Spider-Verse, ça ne choquerait personne, je pense. je pense pas. Et en effet, comme tu dis, Tom Cagno, 2 terres chez Sony. Enfin, du coup, ça veut dire qu'il y a 2 univers chez Sony. C'est vrai que ça commence un petit peu à partir, en couille s'ils les connectent pas. Mais pourquoi pas après, hein, ça peut être des histoires, enfin des origin Oui, après story ça, avec une seule planète.
en Oui et soi. puis, voilà, gardons les pieds sur terre, ça peut très bien être connecté plus tard. Je veux dire, je rappelle Oui, que le théoriquement, le seul film du MCU qu'on a cette année n'est pas dans le MCU. Donc c'est un peu la même idée, en fait. oui, c'est ça. Donc, on verra. C'est pour moi, il y a beaucoup de films du MCU là qui vont arriver dans les prochaines années qui sont pas du tout connectés à la Terre de base. C'est juste des personnages qui vont, par X ou Y raison, finir dans la Terre du MCU. C'est le cas de Deadpool, qu'on va aller chercher dans sa Terre à lui, et c'est le cas des 4 Fantastiques. C'est évident qu'eux aussi ne viennent pas de la Terre 616. À Bah, voir après, suis mais pas convaincu, ouais, pas convaincu. Mais Deadpool, au moins, on sait que c'est pas que le personnage, c'est le film en lui-même qui devrait peut-être, peut-être la fin, j'en sais rien, mais qui devrait, quasiment 90 du film ne devrait pas se situer sur, l'éternel flux temporel comme on ah ouais, aime non, l'appeler dans Loki. c'est sûr, ça va juste l'amener. C'est des événements qui vont l'amener jusqu'à Mmh. ce flux temporel, mais sinon, Donc, ça va évidemment se passer chez la l'idée est un peu Fox. la même pour Madame Web. Je pense, ouais. Ça reste un personnage qui peut se balader dans le multivers assez facilement, donc à voir. D'ailleurs, en continuant de parler de Spider-Man, on va évidemment très vite fait évoquer le troisième opus de cette trilogie de films d'animation. Donc, rappelez-vous, il y a Into the Spider-Verse qui est sorti en 2018, si je me trompe pas, une version alternative en 2019, et Across the Spider-Verse qui est sorti l'année dernière, en 2023. À la base, il devait sortir cette année le troisième opus, Beyond. Évidemment, c'est impossible que ça soit le cas, parce que on tient à insister qu'il n'y a pas de date de sortie qui ont été annoncées et que les enregistrements vocaux, parce qu'évidemment c'est surtout du vocal, n'ont pas du tout commencé. D'ailleurs, c'est Jack Johnson qui nous le dit, qui est l'acteur, l'interprète, qui donne la voix au Peter Parker, il s'appelle B. Peter Parker. J'ai oublié. Peter B. Parker, Ouais, c'est ça. ça va. Mmh. Donc il a annoncé qu'il n'avait pas du tout commencé à tourner les voix pour ce film-là, donc vous pouvez attendre longtemps. Je pense qu'on l'aura pas avant De 2025, toute façon, je pense voire que 2026. ouais, c'est ça, tout ce qui est animation, je pense aussi que c'est pas au point donc, je sais pas si le film a été impacté par la grève mais, il y a eu des rumeurs aussi de gros problèmes internes on en a beaucoup parlé du côté de Marvel Studios, du côté des équipes des effets spéciaux qui Bien étaient sûr. un peu maltraitées et il semblerait que ce soit un peu aussi le cas pour les équipes artistiques de cet univers-là, donc il faut qu'ils prennent leur temps. Donc oui, plus de date de sortie depuis quelques temps maintenant et puis, voilà, ils prendront leur temps. De toute façon, on sait, hein, ça que sortira pas cette année, Non. s'ils ont si ça sortait cette année, voilà, ils l'auraient reporté de quelques mois, mais ils auraient pas, reporté indéfiniment le film, donc peut-être qu'il sortira en 2025, mais, pas cette année en tout cas. Ah non, ça c'est sûr que ça sera pas du tout cette année parce que c'est trop tard là. Genre, comment tu veux que le film sorte alors que t'as pas commencé à tourner les voix et que très certainement que la moitié du film n'est pas encore tournée en termes d'animation. Donc, Je pense pas que les voix soient quelque chose qui prenne beaucoup de temps, moi, c'est plus l'animation qui, je pense, ça c'est sûr. Ça, on est bien raccord. En tout cas, voilà ce qu'il y avait au niveau de Sony. C'était les deux grosses news du moment, forcément. Madame Web, qu'on va pas aller voir dans un mois, mais que je vous invite quand même à aller voir pour vous faire votre propre avis sur le film. On aura évidemment l'occasion d'en reparler, que ce soit de ton côté ou du mien, quand on ira le voir, quand on le verra sur nos écrans. Là, je vous propose qu'on passe du côté de Marvel Studios, parce qu'évidemment, on a beaucoup de news de ce côté-là. Évidemment, commençons par Echo. On va très brièvement en parler, parce qu'on va en parler en fin d'émission pour donner notre avis sur la série. Mais évidemment, la série Echo, le premier programme Marvel Studios de l'année 2024, est sorti sur Disney Plus depuis ce 10 janvier sur Disney Plus, le site de streaming. À savoir qu'il contient 5 épisodes et qu'on y retrouve notamment Maya Lopez, Vincent D'Onofrio qui joue le Caïd et une petite apparition de Monsieur Daredevil joué par Charlie Cox, pour rappel, le même acteur que pour la série Netflix. Voilà, ça c'était au niveau de Echo, on y reviendra dessus tout à l'heure pour donner notre avis. on peut peut-être, rajouter que la série, c'était très difficile de parler de succès par rapport à Disney+, parce qu'il faut même par rapport à toutes les plateformes de streaming, parce qu'on n'a pas d'échelle de comparaison en termes de chiffres. Heu, Ouais, quand Disney nous sortent, oui, il y a eu tant de vues pour cette série, je suis d'accord, mais il y en a eu combien pour les anciennes? Bon, voilà, ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, ça a provoqué un regain de vues pour d'autres séries, notamment Daredevil, Hawkeye et Punisher, donc ça, c'est une bonne chose. ouais. Mais il semblerait que, voilà, à termes de diffusion, la série a plutôt bien marché et que dès lors que Marvel envisage dès aujourd'hui de, voilà, poser des idées sur la table pour savoir comment ramener, de la meilleure façon possible
possibles personnages à l'avenir dans le MCU. Oui, c'est vrai que c'est une ligne que j'ai complètement oubliée. C'est vrai qu'ils envisagent déjà, officiellement, ça c'est de l'officiel, Ouais, de, c'est officiel. de replacer le personnage dans un autre programme, ce qui peut être intéressant, notamment sur le côté street, le côté urbain. Ça peut être vraiment une bonne chose, je pense. On va continuer de parler un petit peu de Echo parce que forcément c'est en lien avec tout ce qui s'est passé du côté de Marvel Television. Alors pour la faire très simple, parce que c'est très compliqué pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le sujet, euh, à l'époque on avait deux entités, c'était Marvel Studios et Marvel Television Entertainment qui était surtout chef de ce truc-là, et on avait des séries qui se plaçaient à différentes temporalités. Les gens se faisaient leur propre avis sur est-ce que ça faisait partie du MCU ou pas. Évidemment, je parle des séries comme Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, les Defenders. Ces 5 séries-là sont sorties sur Netflix dans les années 2010. Donc, en gros, on va dire de 2010 à 2020 pour faire plus simple parce que j'ai pas les dates de tout le monde. Mais ces séries-là, 2015-2019. Ouais. 2015-2020, c'est ça? 2015-2019, ouais. Ok, donc sur 4 ans, il y a ces 5 séries-là qui sont sorties. Et tout récemment, vu qu'on a eu de la promo autour de Echo et on voyait des visuels de Daredevil, la série Netflix qui était utilisée, ils ont officialisé que ces 5 séries-là étaient canon au Marvel Cinematic Universe. Et d'ailleurs, vous Faut pouvez le oublier, retrouver dans la du coup, timeline. Je te laisse parler, je vous montre juste la timeline, vous l'avez juste là. ouais, la fameuse timeline, Disney+. Oui, donc en fait, oui, Oui. il reconfirme, que voilà, que ces séries sont canon. Bon, après, on va pas rentrer dans le débat. Je pense qu'on pourrait faire un long débat d'une heure sur le sujet. Mais en tout Complètement. cas, voilà, officiellement, c'est reconfirmé canon dans le MCU. Donc voilà. Pour rappel, pour ceux qui ça peut intéresser de comment visionner ces séries, parce que ça, on m'a posé la question. C'est un peu en deux temps, ces séries. L'ordre de visionnage, en fait, c'est très indépendant des films, en fait, hein. Il n'y a pas de lien entre les films et les séries. L'ordre de visionnage, c'est tout simplement l'ordre de sortie des saisons. Mais alors, pour le retrouver, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que Oui, la chronologie qui est mise sur Disney+ n'a pas le moindre sens. c'est vrai. Je vais vous l'énoncer à l'oral. Peut-être que j'aurai l'occasion de faire un post sur Twitter qui vous rappellera. Donc, Ouais, c'est je vais vous l'ordre de mettre les sortie des affiches. saisons. Ça commence par Daredevil, saison 1. Jessica Jones, saison 1. Saison 2 de Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, donc saison 1 pour les deux, et enfin Defender. Donc tout ça, c'est la construction qui mène à la série crossover Defender. Et ensuite, on va avoir toutes les autres saisons de ces séries qui vont intervenir. Elles ont plus de lien entre elles évoluent un peu en parallèle. Donc on va Ouais, retrouver la saison 1 de Punisher, saison 2 de Jessica Jones, saison 2 de Luke Cage, saison 2 d'Iron Fist, saison 2 de Daredevil, saison 2 de Punisher, saison 3 de Daredevil, pardon, saison 2 de Punisher et enfin la saison 3 de Jessica Jones. Mais c'est vraiment l'ordre de sortie euh, de, qui est à suivre en fait pour bien comprendre le déroulement de ces séries. Donc ces séries qui sont sorties entre 2015 et 2019. Dans la timeline du MCU, elles se déroulent entre 2015 et 2018, donc elles s'arrêtent avant le snap de Thanos. ouais. Voilà concrètement. Et puis pour information, les événements de Defender se déroulent quelques mois, un mois ou deux avant Civil War. Oui, donc on a pas mal d'infos. Ça veut dire que peut-être que la plupart des personnages n'ont pas été blip, à voir lesquels l'ont été par contre, parce que forcément on n'a plus d'infos autour de Luke Cage, tout ça. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir des petites news à ce niveau, parce que forcément du côté de Daredevil on a toutes les infos. C'est un personnage qui n'a pas du tout été éclipsé comme le Caïd. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà ce qu'il y avait à savoir autour de Marvel Television, qui maintenant fait part entière, en grande partie, à Marvel Studios. À voir ce qu'ils vont faire du côté de. Je sais qu'il y a Cloak and Dagger, la série. Ouais, on rappelle, ouais. Je sais plus. Il y a ces 6 séries de l'univers Defender. Il y a une autre série qui a déjà été Ouais. confirmée par un ouvrage officiel de Marvel Studios comme étant bien canon, c'est Agent Carter. Oui, Donc les événements d'Agent Carter sont bien canons. Après, je rappelle que officiellement, à la fois Agent du Shield, Inhumain, série catastrophique, mais Inhumain, oui, Cloak and Dagger et Runaway, ces 4 séries-là sont aussi dans le MCU. Alors, chacun aura la considération qu'il souhaite, c'est ça. c'est pas un problème, chacun trouvera les incohérences qu'il veut, c'est pas un problème non plus. Mais les séries avaient été annoncées à l'époque comme étant canon. Bon, il n'y avait jamais eu d'officialisation comme indiquant qu'elles ne le sont plus depuis.
Donc c'est pas un mal, hein. Je veux dire, si vous considérez que c'est pas canon, il y a aucun problème à ça, il y a pas Non. d'impact, mais en tout cas, voilà. Peut-être que ça arrivera un jour aussi, on l'a vu. Mais en tout cas, voilà, on a, maintenant 7 séries, Marvel, Télévision qui sont Et oui, reconfirmées canon. c'est cool, je trouve que c'est une bonne chose en soi qu'après tant d'années de combat, ils essayent de re-officialiser tout ça. Je pense que c'est important. Heu, on verra ce que ça donne Et pour puis les séries à venir. c'est une décision relativement récente, hein, d'après, Vincent D'Onofrio, l'acteur du Caïd, qui apparemment, c'est une décision qui a été prise, bah, quand Marvel a décidé de refaire un peu la série, Daredevil qui arrive, la série Born Again. Ouais. Ils se sont dit: «Bon, voilà, on va considérer que ça existe, qu'elles ont existé ces séries-là». Je vais pas te mentir, je préfère être du côté de l'avis de Vincent D'Onofrio. J'ai pas envie de me manger une claque du caïd personnellement, donc on va dire qu'on est d'accord. Ces séries sont canon, merci. On va faire plus simple. Voilà ce qu'il y avait à savoir de ce côté-là. Je vous propose qu'on parle un petit peu de Wonder Man maintenant. Un programme qui, officiellement, n'a pas encore été annoncé par Marvel Studios, ce qui est assez surprenant, puisque on sait que le tournage a commencé. Pourquoi on sait que le tournage a commencé? Parce que des images de ce tournage ont fuité, entre guillemets, sur Internet. Ce qui fait que ça y est, voilà. Le programme prend. Pour rappel, il est prévu, je crois, pour Il y a pas 2024, de date. d'après les dernières rumeurs. Il y a pas de Non, il y a pas de date. Ok, Donc voilà, considérons qu'un tournage, 2025 serait plausible. ouais, Donc oui, c'est vrai que Marvel ne l'a pas confirmé, que le tournage avait même commencé avant les grèves, hein. C'est les grèves qui avaient interrompu le tournage de Wonder Man. ouais, Qu'on a déjà des confirmations de casting dans tous les sens, hein, et oui. que de toute façon, voilà, il y a pas de doute, ils vont confirmer d'ici la Comic Con, il y a pas de doute là-dessus. Oui, ça c'est sûr, notamment, pour rappel, il y a Yaya Abdul-Mateen 2 qui joue le rôle principal, qui donc est apparu dans les films Aquaman de James Wan, et on a évidemment le retour du personnage de Trevor, j'ai oublié son nom de famille, mais joué par Ben Black. Kingsley, qui reviendra du coup dans cette série-là. Voilà au niveau de Oui, Wonder donc Man, c'est pas pour beaucoup rajouter de au news. casting, comme ça on est bien au point. Demetrius Gross qui incarnera le méchant, Ed Harris, Josh Gad et Lauren Glazier. Voilà, Voilà, on a c'est pour un le petit casting très complet. Il y a des gros noms quand même, Adaris, c'est pas n'importe qui ouais. aussi. Donc voilà ce qu'il y a autour de Wonder Man. Évidemment, patience, le tournage a repris. Maintenant, on peut attendre pour la sortie. De quoi parlons-on maintenant? J'aurais peut-être dû parler de ça avant parce qu'on va revenir un petit peu sur Daredevil. Là, ça va être un petit peu plus le bordel parce qu'on a du news, enfin, on a de l'officiel, pardon, et on a des rumeurs, beaucoup de rumeurs. Pour rappel, le logo de la série, c'est celui-ci. Il avait été dévoilé, il me semble, pendant la Comic Con de 2022. 22. Ouais, c'est Oui. ça, 2022. Euh, la première news qui est officielle, c'est que la production de la série, au moment où on se parle, va reprendre ce lundi, je sais pas, on est le combien? 20, 21, 22. Ce lundi 22. 22 janvier 2024. La production de la série reprend, à savoir qu'il connecte, enfin, le tournage s'était déjà déroulé il y a un certain temps, ça avait été arrêté à cause de la grève des acteurs et des scénaristes, ça a été modifié parce que Marvel Studios n'était pas content du résultat de ce tournage-là, et du coup la série a connu une refonte créative qui du coup va reprendre là incessamment sous peu. C'est ça. Voilà. Donc il y a des petits changements. Déjà, on sait que les anciennes séries vont compter. Ils vont, semble-t-il, ramener un coordinateur cascade qui a déjà travaillé sur les 2 premières saisons de la série. Et puis apparemment, voilà, on ne devrait pas rester sur ce compte de 18 épisodes qui avait beaucoup fait parler à l'époque de l'annonce. Donc là, c'est ce qui a été dit, hein, il n'y aura pas 18 épisodes. On devrait se rapprocher des comptes de la série d'époque, tu vois, une bonne dizaine d'épisodes, je pense. Ouais, c'est ça. Donc on verra là-dessus. On verra, sachant que j'espère que le tournage reprendra logiquement cette année, on peut y croire, pour une vraie sortie cette fois-ci en 2025. On l'espère parce que ça devait sortir cette année à la base, il faut le rappeler. C'était prévu pour mai 2024. Voilà au niveau des news officielles du côté de Daredevil. Maintenant, on va évoquer des rumeurs. Donc, je vous mets la petite pastille rumeurs. La première qui est sortie, ça serait que les Defenders, les membres de cette équipe-là, donc c'est-à-dire Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones et Iron Fist. Bon, Daredevil, c'est évident qu'il va apparaître puisque c'est le nom de la série, mais les trois autres ne devraient a priori pas apparaître du côté de la série Daredevil Born Again. Pourquoi? En vrai, moi je dis
tant mieux. Je pense que c'est important de se concentrer sur le personnage de Daredevil, pour le coup. Je sais pas ce que t'en penses. Il y aura quand même le Punisher, donc il y aura de quoi faire et Oui, puis il y avait eu des rumeurs potentiellement sur le retour de Jessica Jones, donc on verra, hein, peut-être que ça arrivera. Faut savoir que, faut savoir que Marvel en l'état avait la moitié des épisodes qui étaient tournés, donc oui. peut-être qu'ils vont reprendre des bouts de ces épisodes et peut-être qu'ils vont retourner, mais la deuxième partie de la série, de la saison ou de la série, je ne sais pas, a été, pas encore tournée, donc peut-être qu'on peut avoir des surprises à ce moment-là. Oui, bien sûr, dans tous les cas, ça, c'est sujet à changement, mais c'est vrai que je pense que l'identité de Defenders ne sera peut-être pas présente. Peut-être que différents personnages peuvent apparaître, comme le Punisher, évidemment, qui De toute reviendra et façon, qui. on l'avait dit dans le dernier live, mais on voit pas, ni Luke Cage ni Iron Fist revenir de sitôt. Enfin, moi personnellement, je les vois pas revenir de sitôt. Non, surtout que je pense que d'après les dernières rumeurs, et ça on l'avait évoqué par rapport à Eyes of Wakanda, on serait sur un Iron Fist déjà féminin et du coup complètement différent. Je pense que ça sera un Iron Fist du passé, donc je pense pas que Ouais, ça ait d'impact, mais non, j'ai du mal à voir, Phil Jones revenir du côté de Marvel ouais, non, Studios, c'est c'est un sûr. peu on verra. À savoir que du côté de ces news-là aussi par rapport à la non-présence des Defenders, c'est qu'on aurait le Caïd qui serait possiblement déjà maire de New York au début de la série Daredevil Born Again. Évidemment, on va pas trop rentrer dans les détails tout de suite, puisque ça va forcément rejoindre un petit peu ce qu'on a vu très récemment du côté de Marvel Studios. On aura l'occasion d'en reparler. Dans les autres rumeurs qu'on a du côté important, on a des antagonistes qui ont été annoncés dans les dernières rumeurs, notamment le personnage de Muse, qui pourrait être interprété par Hunter Doan, que vous avez notamment pu apercevoir dans la série Wednesday, mercredi, sur Netflix, avec Jenna Ortega. Muse, c'est un bon perso dans les comics, j'en ai pas trop lu, mais je sais qu'il est beaucoup apprécié en vrai. Je sais pas de ton côté. Très sanglant, c'est un personnage qui me semble, en fait, peint des œuvres d'art avec le sang de ses victimes, donc C'est ça, ouais. c'est relativement sanglant et puis ça permettra, c'est toujours intéressant, hein, de trouver les bons méchants pour développer, l'univers d'un personnage au-delà des principaux méchants, comme le Caïd par exemple. Alors évidemment, je sais que beaucoup auraient aimé le retour de Bullseye de la saison 3, mais je pense qu'on peut faire des choses très intéressantes avec ce Muse qui semble-t-il, serait un peu le personnage qui relierait, différentes intrigues dans la série. Ouais, carrément, c'est ce qu'ils avaient annoncé dans les dernières rumeurs, ça pourrait être cool. Surtout que il y a plein de méchants, mais la force de la série Daredevil Netflix, c'est qu'il y a une polyvalence au niveau des méchants. Et surtout, il y a plein de connexions. Enfin, vous le savez, c'est le format très classique des séries de l'époque. T'as un méchant par épisode, entre guillemets, et ça te permet de créer des liens. Dans le même style, on a évidemment des news autour, des rumeurs autour de la présence de Punisher, évidemment, mais on aurait aussi des agents de la police, je pense que c'est des quoi? C'est juste des flics qui utiliseraient le symbole du Punisher, donc ça pourrait être aussi des méchants par rapport à Daredevil. Oui, 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 ce serait par rapport au Punisher surtout, je pense et puis ça ferait beaucoup écho à la réalité, hein, au monde réel où, Oui, on sait que Marvel a changé le logo du Punisher dans les comics parce que ce logo a été réapproprié par, des personnages, enfin des personnes relativement extrémistes, hein, dans le milieu de la politique américaine, ou dans le milieu américain tout court. Donc, on sait oui. que Marvel est très embêté sur ce sujet-là et bah, semble-t-il qu'ils auront, la volonté d'en parler directement dans la série à travers ça. Ce qui est une bonne chose. Ça, j'adore quand Marvel Studios fait ce genre de truc. C'est très très symbolique, je trouve. Mais on aura l'occasion d'en reparler évidemment. Le plus important, je pense, par rapport aux news, aux rumeurs de Daredevil, c'est la présence de deux personnages. Évidemment, comment se séparer de Deborah Ann Wolf, qui joue le personnage de Karen Page, et Foggy Nelson, qui est joué par Elden Henson, deux personnages qui, d'après les dernières rumeurs, devraient finalement apparaître dans la série Daredevil Born Again, mais il faut savoir qu'il y a moins de 2 semaines, donc une semaine avant que cette news tombe, c'était tout le contraire. Daniel RPK a annoncé que ces personnages-là ne devraient pas revenir. Et il disait même que, je crois, il y avait des rumeurs qui disaient qu'ils devaient possiblement mourir en off dès le début de la série pour se concentrer ensuite sur Daredevil. Un petit ping-pong, C'est un ça. petit changement de décision assez radical. Enfin, après, c'est des rumeurs, encore une fois. Oui, il Mais semble-t-il que la grosse rumeur, en fait, c'est que Marvel a complètement changé, d'avis sur sa série et sur son passé, en fait, hein. Ils ont voulu voilà, on considère que l'ancienne série existe maintenant, bah, reprenons, en fait, beaucoup d'éléments de cette ancienne série pour bâtir une nouvelle, que ce soit ces personnages-là, que ce soit,
Je pense aussi, voilà, au coordinateur cascade qui a bossé sur l'ancienne et qui ils connaissent. Donc possiblement ces personnages qui seraient de retour réutilisés, et ça pourrait entraîner d'importants changements scénaristiques, hein, si c'est la réalité. On rappelle que c'est une information qui n'est pas officielle, C'est des qu'un rumeurs. média important en a parlé hier en reprenant la rumeur, hein. Ils ont repris la rumeur, mais ils ne l'ont pas eux-mêmes confirmée. Non, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est. Bah, de toute façon, pour ceux qui ont vu la série Daredevil, vous savez que ces deux personnages, enfin, quand même très très importants. C'est ce genre de groupe auquel on s'attache et on veut pas les voir séparément. C'est un truc qui fonctionne énormément. Donc, non, ça serait pour moi, c'est complètement logique qu'ils reviennent et ça serait excellent pour le show. Après, ça reste que mon avis, évidemment. Pour terminer avec Daredevil, c'est la dernière rumeur qu'on va évoquer avant de passer à She-Hulk. Je sais que vous avez très envie qu'on parle de She-Hulk. Parlons un petit peu du tigre blanc, White Tiger dans les comics, de son nom complet. Enfin, pardon, le nom anglais, je veux dire. Le personnage pourrait possiblement apparaître dans la série Daredevil Born Again. Encore une fois, ça reste une rumeur. Alors pour le coup, j'ai pas lu beaucoup de comics de White Tiger, ou même d'apparition au global. Je sais pas si c'est le cas de Alors, ton côté. moi j'ai lu le run récent, alors j'ai pas le nom de l'auteur sous les yeux, Bendis, Michael Bendis, donc c'est son run récent enfin récent, début de 2000 quand même, sur Daredevil, c'est passionnant et le Tigre Blanc est dedans et je pense que c'est ce qu'ils peuvent réadapter en fait dans la série, c'est qu'en fait le père, Hector Ayala, donc qui est le premier Tigre Blanc, a eu à un moment donné un souci avec, une affaire, voilà, une affaire où il y a eu meurtre, donc il arrive sur la scène de crime et il se retrouve à devoir, un policier meurt, en fait, et donc il est accusé du meurtre. Matt Murdock devient son avocat et alors je ne sais plus vraiment s'il arrive à bien le défendre à la cour, mais en tout cas, il se suicide, Hector Ayala, publiquement, devant le tribunal. Donc ça peut être une affaire qui peut être réutilisée telle quelle dans la série, ça peut être très, très intéressant. Ça peut lier Ouais. à la fois la vie de Daredevil, mais à la fois la vie judiciaire, et c'est une enveloppe, le Tigre Blanc, qui a été récupéré, par sa fille Ava Ayala, donc ça pourrait être elle, le Tigre Blanc de la série. Personnage qu'on a vu sous ces traits-là, il me semble, dans un dessin animé Spider-Man, c'est ouais, Ultimate Spider-Man, ça qui a un peu démocratisé le personnage. Ok, à savoir que dans la news, il est aussi évoqué que on pourrait avoir une série complète sur le personnage du Tigre Blanc. Ça, c'est Daniel RPK qui nous l'annonce, si je me trompe pas, tu me corriges. Mais Ça. en fonction du traitement qu'il y a dans la série Daredevil Born Again, une série sur ce personnage, ça peut être intéressant. Après, à voir Oui, comment et en les format gérer. un peu écho, je pense, un format un peu condensé, ça peut être pas trop mal, je pense. Et Tom C'est Canyon un qui nous dit personnage qui oui, a. Oui, on l'écoute, Tom Canio. oui, qui dit effectivement toute une histoire d'héritage avec le Tigre Blanc. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on est sur un truc, C'est ça. Et il me ça me semble qu'il y a rappelle une des histoire choses. d'amulette aussi, hein, pour donner les pouvoirs du personnage, donc il peut y avoir une petite partie mysticisme intéressante. Ça peut être cool. Je pense que si le personnage est bien traité, ça peut beaucoup me plaire, surtout que moi je l'ai pas beaucoup vu dans les comics. J'ai vu que deux apparitions, je crois. Donc voilà, tout ce qu'il fallait savoir du côté de Daredevil Born Again, qui donc va reprendre sa production officiellement ce lundi 22 janvier, et on espère une sortie, une vraie sortie pour le coup, en 2025. En tout cas, on vous tiendra au courant au fur et à mesure des semaines qui passent. Ça sent bon Born Again depuis cette refonte créative. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Les dernières news donnent très envie. Par contre, je vous propose maintenant qu'on parle de She-Hulk. Alors là, on va évoquer une news qui est à la fois une news officielle, parce que ça a été dit par l'actrice principale, qui, je vous rappelle, est Tatiana Maslany. Donc, je vous la mets juste ici. Maslany. Oh la vache, je suis désolé. M'en veux pas, m'en voulez pas s'il vous plaît. Maslany, donc qui a annoncé que a priori, donc c'est une rumeur et en même temps c'est l'officiel parce que, enfin, je vais pas vous l'apprendre, une actrice qui dit qu'un show ne verra pas le jour, c'est pas elle qui décide si le show arrivera vraiment, c'est les studios. Mais en tout cas, elle nous a annoncé sur Twitch, c'est ça en plus je crois, la source. Non, je ne sais plus. C'était une interview, mais je sais plus si c'était Twitch. Je crois que c'était en live, mais qu'en gros, bah, pour l'instant, une saison 2 ne serait pas prévue parce que le budget de la saison 1 a été explosé. Je vais te laisser en parler, mais a priori, je vous dis ce qu'elle a dit. Je ne pense pas qu'on la fera. Je crois qu'on a explosé notre budget pour la saison 1 et Disney a dit non merci. Pour rappel, le budget était donc estimé à 225 millions d'euros au total, donc c'est-à-dire 25 millions par épisode, par Variety. Et je vais te laisser un petit peu parler sur ce point-là. Bah, il y a une réalité, un tweet qui a beaucoup fait le tour de Twitter, cette semaine, c'est que on est sur un budget qui est de 5 millions inférieur à celui du premier Avenger.
C'est un peu fou pour une série qui, on sait, n'a pas globalement été appréciée. Ça ne s'explique pas uniquement par les effets spéciaux, ça s'explique par Marvel Studios qui a fait n'importe quoi sur les séries récemment. On connaît l'histoire de Secret Invasion, mais c'est la même histoire pour She-Hulk. Il y a eu des changements colossaux qui ont été apportés à la série en post-production, donc tout était tourné, tout était presque déjà fini. Ils se sont dit: «Ah ça va pas, on va mettre tel épisode là, tel événement là». Ils ont dû couper de tout dans tous les sens et ça coûte beaucoup d'argent et donc on se retrouve avec une série qui a coûté très cher. Hem, Oui, il est vrai que ça serait pas choquant qu'on se dise que voilà, si suite il y a, il faut que ce soit moins d'argent, mais pour cela, bah, il faut que Marvel pense mieux ses séries, en fait. Il faut que Marvel travaille mieux. oui. Il faut que Marvel se dise avant qu'on tourne: «Bah, on va faire ça et on va pas tout changer après». Ça serait déjà la base de la base. Ça, c'est clair. Hem Et voilà. À titre personnel, j'ai pas été un grand fan de cette saison 1. Je trouve qu'il y a des il y a des il y a des il y a des points très positifs, qu'on a tendance à vite oublier, mais que oui, le scénario est il y a des épisodes qui sont très mauvais, en fait, qui portent vraiment la série vers le bas, mais je pense qu'on peut faire c'est un personnage qui est très très riche, hein, dans les comics. On peut faire des choses très intéressantes. Je trouve que l'actrice est formidable. Je trouve que on peut faire des choses très, très intéressantes avec ce personnage-là. Je trouve qu'ils ont osé des choses très intéressantes dans la saison 1 sans pour autant les réussir. Moi, je Ouais, pense que l'épisode final, c'était une prise de risque absolument énorme ce qu'ils ont fait. Ça c'est ne vrai, moi, hein. j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, en toute honnêteté, j'ai pas aimé, mais c'est une grosse prise de risque. Je pense qu'on peut vraiment mieux faire ce personnage et que c'est un personnage qui est voilà, il a une vie folle, hein, She-Hulk dans les comics et vu le personnage, vu l'actrice, il mérite une saison 2 qui soit une bonne saison 2. Voilà, C'est donc vrai, il faut rappeler que c'est un personnage qui brise le quatrième mur, c'est très puissant, c'est très apprécié par la plupart des fans, c'est pour ça que Deadpool est notamment ça. très apprécié. Donc ouais, il y a quelque chose à faire autour de She-Hulk, c'est sûr, c'est évident. Mais même, c'est un personnage Hulk, voilà, qui est intéressant. Moi, je Oui, trouve qu'ils sont on peut faire des choses, voilà, des super choses, mais voilà, c'est une saison 1 qui a pas été bonne et qui a pas été bonne à plein de niveaux, qui a pas plu aux gens. Bon, il y a eu des critiques parfois injustes, mais il y a eu aussi des critiques, que je comprends, hein. Moi, quand je vois, le milieu de la saison, c'est catastrophique. Les épisodes sont mauvais, sont courts, oui, encore heureux qu'ils soient courts d'ailleurs par moment, mais oui, bon. ça c'est clair. Après, comme le diraient la plupart des rageux, Daredevil aurait dû être présent dès le début. Je déteste cette phrase, j'en peux plus. C'est un truc que j'ai beaucoup combattu à l'époque, mais non, la présence de Daredevil ne Mais fait pas tout. moi je l'ai trouvé très bien Daredevil dans la série, hein, donc on peut faire de bonnes choses avec ce Ah ouais, personnage-là. clairement. Tom Cagnot qui nous dit en vrai, je trouve que ce qui a vraiment desservi la série, hormis les VFX, c'est le scénario qui ne raconte rien. Revoir le personnage par contre dans un autre programme, pourquoi pas? Alors c'est évident qu'elle va revenir dans un autre programme, hein. Mais le scénario, je pense il est pas si mauvais que ça fondamentalement, mais Non. dans l'exécution, il est catastrophique. L'idée de voler le sang de Hulk pour, en faire quelque chose, Ouais, mais voilà, c'est déjà ça arrive très tard, c'est très mal amené, ça manque de connexion parce que si on avait des connexions plus larges avec l'univers de Hulk, on aurait pu faire quelque chose de très, très bien, hein. c'est sûr, hein. Clairement, Mais je suis d'accord. ça manque de tout à tous les étages et bon, c'est dommage, ils ont pas bien assuré là-dessus. On verra ce que ça donne, mais a priori, selon l'actrice, pas de saison 2 pour le moment. On verra un petit peu. L'épisode du mariage, un vrai cauchemar, je te rejoins. C'était un épisode vraiment horrible, celui-ci en particulier. Ah Je sais oui, plus non si mais c'est c'est pas le 3. ouais. Non, non, c'était le 6 je crois, mais c'était c'était 6. c'était une catastrophe cet épisode. Ouais. Ouais, clairement. Bon, parlons un petit peu plus de choses intéressantes cette fois-ci et qui nous donnent envie. Le film Les 4 Fantastiques. Encore une fois, ici, ce sont des rumeurs qu'on va évoquer. On a pas mal de choses à dire. Pour rappel, le logo, il est juste ici. Il a été dévoilé il y a très très longtemps, hein. C'était pendant la D23, je crois, non, le Disney Investor Day de 2020, si je me trompe pas, ou peut-être un peu avant. Faut savoir que ce film n'est toujours pas tourné, ce film n'est toujours pas sorti. On est en 2024, il ne sortira pas avant 2025 d'après les dernières rumeurs. La première, c'est qu'on a, vous le savez, Pedro Pascal qui a été, pas officiellement, mais en tout cas, il est quand même presque sûr d'être le Red Richards de cet univers. Et ce qui confirme un petit peu tout ça, c'est qu'il aurait quitté récemment le film Weapons, qui se plaçait en termes de date de tournage au même moment que le film Les 4 Fantastiques, qui devrait donc avoir lieu courant juillet 2024, si je me trompe pas.
Ah, Évidemment, pour l'instant, ça serait le seul personnage qui, enfin, le seul acteur qui aurait signé du côté de Marvel Studios, parce que les autres, non, je parle des autres, je parle de la Femme Invisible, de la Torche Humaine et de la Chose. Les rumeurs en sont, enfin, les rumeurs du casting elles sont là où elles sont et elles ne bougent pas. Je sais pas si tu veux vite fait parler de ça. non, bah, il y a rien de neuf, hein. Il y a rien de neuf. Non. Le seul changement potentiel qu'on a, ce serait qu'il y a un petit décalage de 1 ou 2 mois sur la date de tournage. Donc, avant, on parlait de mai 2024, là, ça serait potentiellement juillet. Donc, je ne serais pas surpris si le film venait à être décalé de quelques mois sur l'année 2025. Mais ça avance. Voilà, ça avance. Donc, Ouais. En vrai, ça peut être peut-être, ça dépend en fonction de quand est-ce que commence le tournage de Thunderbolt, mais ça peut être deux films qui peuvent être inversés au calendrier. Thunderbolt sera avant, ouais. Ouais, peut-être. Je pense qu'ils vont inverser les deux en fonction de comment ça se passe. Mais parce que pour rappel, Thunderbolt, je crois qu'il est prévu pour le 18 décembre 2025, donc on a le temps. Voilà, du côté des Fantastic Four, il y a aussi une news qui est sortie du coup aujourd'hui par rapport à un potentiel personnage qui pourrait apparaître, puisque il y a un casting en cours du côté vocal pour un personnage en CGI. Alors forcément, on pense pas énormément de persos. Enfin, dans les principaux du côté des 4 fantastiques, celui qui ressort beaucoup, c'est forcément Herbie, donc l'intelligence artificielle. Non, le robot. Ah, je sais pas si c'est une intelligence artificielle. En tout cas, C'est c'est les créé 2, c'est par. un robot, Ouais, ouais. c'est C'est créé par Monsieur un Fantastique. artificiel robot, je pense. Mm. Ouais. Bah, ça peut tout aussi bien être les héros de Galactus, hein, si on part du principe qu'ils sont faits, bon, ça Ouais. une information encore une fois qu'on peut pas trop, on peut théoriser, mais on théorise sur rien, quoi. Oui, c'est ça. Après, je pense pas que l'apparition d'Herbie soit vraiment la théorie la plus folle de l'univers. Ça serait plutôt sensé. C'est un génie qui aime bien construire des trucs. Donc, avoir Herbie dans ce film, ça me choquerait pas personnellement. Après, juste avoir la voix. Mais on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est un robot pour rappel. Donc pas le personnage le plus intéressant. Je vous propose qu'on parle de Deadpool 3. Celui-là, c'est très très intéressant. Puisqu'évidemment, c'est le seul premier et seul film Marvel Studios de cette année 2024. Ça me fait toujours mal de dire ça, mais c'est peut-être pour le bien de Marvel Studios. On aurait possiblement une date de trailer qui a été annoncée. Pour rappel, le logo, c'est celui-ci. Bon, je vous remets l'image qui avait fait trembler Internet à l'époque avec l'apparition de Wolverine. Mais évidemment, on aurait possiblement le trailer qui sortirait pendant le Super Bowl. Alors le Super Bowl, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un truc qui a souvent lieu pratiquement toujours en février, qui est un gros match de football La américain. finale, c'est la finale du football américain. Ouais, c'est ça, la finale. Et généralement, pendant cette grande finale, qui est un grand événement, ils annoncent plein de projets, que ce soit pour plein de studios. On avait notamment eu le spot TV de WandaVision, du Faucon de Soldat de l'hiver et de Loki pendant le Super Bowl de 2020. 2022, je crois que c'était Moon Knight et Doctor Strange. Donc cette année, ça serait possiblement Deadpool 3. La date française, c'est dans la nuit du 11 au 12 février, si j'ai bien compté, vers C'est 4 ça, heures du matin en général. C'est comme ça que ça tombe. c'est ça. Alors, je vois beaucoup de gens aussi qui espèrent des annonces de casting. En fait, c'est un match. Enfin, je sais pas, vous avez sûrement vu des finales de coupe du monde. À la mi-temps, il y a un espace publicitaire à remplir et voilà, Ouais. donc les studios en profitent pour acheter à prix d'or cet espace-là et ils mettent des bandes annonces. Il n'y a pas d'annonce de casting, ce n'est pas, Kevin Feige qui monte sur une scène. Ils Mm, mettent mm. des bandes annonces. Ça n'a aucun sens de mettre, par exemple, une annonce casting, 4 Fantastiques pendant la mi-temps du Super Bowl. Non, non, c'est sûr. D'autant plus que, on parle c'est des investissements qui sont absolument colossaux, hein, les spots publicitaires pendant le Super Oui. Bowl. Et bon, évidemment, Deadpool est certainement le film le plus attendu de l'année, donc c'est tout à fait logique d'avoir une première bande-annonce ici. Ouais, donc comme tu dis, Tom Canyon, effectivement, ça sera nuit blanche ce jour-là pour ceux qui ne travaillent pas pour attendre le trailer. Croyez-moi que je serai le premier à couvrir le trailer si jamais je ne travaille pas. J'attendrai jusqu'à 4 heures du matin, il n'y a aucun problème. Je l'ai vu en comics, Herbie, c'est le Jarvis des 4 Fantastiques. Complètement. C'est vrai que j'ai pas pris la comparaison, mais c'est complètement ça. C'est juste que lui, il Oui, a un truc il a une physique. enveloppe robotique. Voilà, c'est ça. Ouais, Exactement. Voilà du côté de. Non, pardon, du côté de Deadpool 3, on a aussi un. Là, c'est officiel, on a un leak qui est sorti aujourd'hui ou hier soir par rapport à ce film-là. Voilà, je vous diffuse l'image qui a été annoncée par je ne sais plus qui. Je sais plus quel scooper a annoncé cette image, mais évidemment, ça nous montre juste que
Wolverine a un casque en supplémentaire par rapport au truc de base. On se doutait qu'il allait le porter à un moment donné ou à un autre. Rien de bien surprenant à ce niveau. Voilà. Du côté de Deadpool 3, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, si ce n'est qu'il y a des nouvelles photos de tournage qui ont fuité avec quelques petites informations du coup qui sortent Oui, et que, par rapport à ça, bah, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je rappelle, les propos de Ryan Reynolds qui demandait de ne pas partager ces images sur les réseaux sociaux. évidemment. Donc ne le faites pas. Ou alors faites-le avec les anti-spoilers, évidemment. Je vous propose qu'on parle des deux dernières news avant de parler de Echo, forcément. On va parler de Thunderbolt, je l'ai vite fait évoquer tout à l'heure, date de sortie prévue pour l'instant au 18 ou 17 décembre 2025. Je vous rappelle le logo qui est juste ici. On avait eu des news par rapport au fait que Steven Yeun ne rejoignait, enfin finalement quittait le casting et ne jouerait pas le personnage de Sentry. Il faut savoir que Marvel Studios n'a pas perdu de temps parce qu'ils ont a priori fait une offre à Austin, pardon, pas Austin, à Austin Abrams qu'on a vu dans la série Euphoria et Dash and Lily, qui aurait reçu une offre pour jouer le personnage, mais qui l'aurait, aussi d'après la dernière rumeur, refusé. Voilà. Voilà la news autour de Thunderbolt, il n'y aura pas plus. Je peux peut-être ajouter un point, c'est que Oui, beaucoup de gens parlent de Marvel qui attirerait plus les talents. Moi, l'interprétation que je m'en fais, c'est qu'on se retrouve avec, une grève des acteurs et des scénaristes qui a pris fin, octobre-novembre, je sais plus, et avec des dizaines et des dizaines de films et de séries qui doivent reprendre leur tournage. Hem Donc oui, tous en même temps et prenez le cas Pedro Pascal qui a trois quatre projets, voire même plus puisqu'il a entre-temps pris d'autres rôles. c'est vrai. Donc en fait, c'est pas ça peut être une question que voilà, il a pas envie de tourner Marvel, j'en sais rien. On saura jamais. Mais, c'est surtout aussi que je pense que les acteurs ont tous des sollicitations dans tous les sens pour des projets qu'ils ont déjà et des projets qu'ils doivent accepter oui ou non et voilà, ils ont des choix à faire et en ce moment, c'est la une vraie course, pour reprendre les tournages. Je vois qu'il y a eu des reprises de tournage pour Stranger Things, des choses comme ça et ça demande du et pour Stranger Things, on a David Harbour, hein, qui est dans C'est vrai, Stranger hein. Things, le tournage a repris très récemment. Imaginez que le tournage s'étende sur 3 mois, j'en sais rien et 3 mois, on arrive au tournage de Thunderbolt donc vous C'est vrai. voyez, il y a des jonctions comme ça qui sont pas simples. C'est compliqué, faut leur laisser le temps. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se relancent depuis la fin de la grève, forcément, comme tu le dis. Et bah, c'est comme le Covid, hein, ça va pas se faire comme ça, les gars. Ça, faut prendre Ouais. le temps, hein. C'est normal, hein. Voilà du côté de Thunderbolt. En tout cas, je vous propose qu'on termine ces news avec une petite nouvelle autour, une petite rumeur autour de Spider-Man 4, puisqu'on aurait possiblement un petit méchant inédit dans le film Spider-Man 4. Et alors là, les rumeurs sont folles parce qu'on peut avoir de tout et n'importe quoi. Il y a plein de personnages qu'on n'a jamais vus du côté de ce personnage. Donc je sais pas à qui tu penses de ton côté. C'est ça, de toute façon, on peut interpréter la rumeur. Est-ce que c'est un méchant inédit en live action? Auquel cas, ça peut être le Rôdeur. On l'a eu plusieurs fois et puis on l'a eu dans Across the Spider-Verse en live action. Mhm. Ça peut être Scorpion. Alors on l'a déjà vu, mais on l'a pas vu encore sous la forme du Scorpion. Mhm. Ça c'est sûr. Hem, voilà, si on part du principe qu'on a Fisk dans ce film, moi je vois bien, Thunderbolt et Hammerhead, qui sont, des bras droits criminels importants pour Fisk dans les comics et qui ne sont jamais apparus en live action. Yes, complètement. De mon côté, je partirais un petit peu plus sur le Scorpion peut-être, parce que pour l'instant, on a eu juste une scène post-générique sur le personnage dans le film Morbius, je crois. C'était Morbius Non, la non, scène post-générique. non, Scorpion, il était dans Spider-Man: Homecoming. Ah, c'est ça, C'est oui, le ok. vautour c'est le vautour qui était dans la scène post-générique Oui, voilà, pardon, j'ai confondu les deux, mais de Morbius. Scorpion, ça peut être une bonne idée parce qu'on l'a juste vu vite fait pendant quelques secondes. Mais effectivement, il y a quand même un gros panel de personnages disponibles, surtout du côté des comics, donc il y a de quoi faire. Scorpion par pitié nous dit Tom Kaino, c'est vrai que je pense que ça peut être un bon personnage, mais ça reste à voir évidemment, mais Ouais, je trouve que c'est ça peut intéressant. être un bon personnage dans le contexte où il y a un autre gros méchant à côté, parce que moi je considère que le Scorpion ne peut pas être le gros méchant d'un film, à mes yeux. Non, clairement, t'as raison, c'est juste qu'il peut apporter un élément en supplément, en Mais voilà, mais complémentaire. à côté du caïd, ça peut être très bien, ouais. Complètement. Voilà en tout cas toutes les news qu'il ne fallait pas manquer sur ce début d'année 2024, sur ce mois de janvier. Je vous propose évidemment maintenant qu'on passe au croustillant. On va parler du dernier programme Marvel Studios qui est sorti. C'est la série Echo qui est disponible depuis le 10 janvier sur Disney+. Pendant que nous, on va vous donner nos avis, n'hésitez pas aussi à le faire dans le chat. Qu'est-ce que vous avez pensé de la série Echo? Je vais te laisser commencer pour essayer de préparer un petit peu les images. Dis-nous ce que tu as pensé de la série Echo.
Bah, j'ai pensé que c'était une série qui, et j'aime beaucoup le parallèle que j'en fais avec, Miss Marvel. Je trouve qu'on est sur le même genre de série, avec un niveau constant, un bon niveau constant. C'est pas exceptionnel, mais c'est très, très loin d'être mauvais. Je trouve qu'on a une question identitaire qui est très forte et qui porte la série. Je trouve qu'on a une jeune actrice qui est un peu nouvelle dans le milieu de l'acting, mais qui s'en sort très, très bien et à côté de ça, on a des petits moments pépites, évidemment que le Caïd était incroyable à voir dans la série, très, très bien traité. Hem Qu'est-ce que je peux rajouter? Je trouve que l'épisode final, alors il est pas exceptionnel, mais il est pas non plus catastrophique. On a souvent tendance à avoir, un pic sur l'épisode final. Là, c'était pas Oui. le cas, donc on a sur l'ensemble une bonne série. Pas exemple de défaut, on va y revenir. Je sais pas si c'est lié au format Marvel Spotlight ou si c'est lié à des gros changements de post-production. On en a parlé pour She-Hulk, mais je pense que c'est aussi le cas, pour Echo. Alors si Oui. c'est le cas pour Echo, ils s'en sortent plutôt bien parce que bon, je trouve que dans l'ensemble, voilà, la série est plutôt intéressante, mais il y a beaucoup de passages où on sent que c'est très cuté, la série est cutée, enfin il y a des bouts d'épisodes. En fait, ce qui est marquant, c'est qu'on a un premier épisode qui est un immense résumé. Hem, on a l'impression qu'en fait, pour que ça rentre dans ce format Spotlight qui nous dit: «Bah, il faut rien avoir regardé pour comprendre la série», et ben, c'est vrai. Donc du coup, on va carrément vous mettre des bouts d'épisodes entiers de Hawkeye dans Echo. Je fais: «Bon, Mmh. OK, soit». Hem Mais pareil, dans tout ce qui est le développement psychologique de sa famille, je pense à sa cousine Bonnie, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, on a l'impression que voilà, elles sont censées se retrouver, mais ça arrive hyper rapidement. On a Ouais. l'impression qu'il y a des bouts qui ont été complètement coupés. Alors, semble-t-il que c'est pas une impression, il y a vraiment des bouts qui ont été coupés et il y a eu des storyboards qui sont sortis, voilà, et si la série était pensée comme 6 épisodes, ça me choquerait pas. Je pense que Je pense que c'est alors initialement ce qui était prévu, hein. ouais, ouais, donc voilà, je pense que ça peut être un point négatif, on peut le ressentir des gros passages comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, je trouve qu'il y a une identité, très, très forte sur la question des Amérindiens, des Choctaws. C'était vraiment très intéressant, ça porte la série, hein. Le Ouais. générique, tout ça, on ressent vraiment une vraie patte. Hem, un peu comme Kaori, dans What If, est-ce que le personnage peut arriver à garder cette identité-là au-delà de sa propre série? C'est la question. On verra, mais en tout cas, la série a son identité, c'est très intéressant. J'avais en tête, Iron Fist, j'ai pas envie de parler de la qualité scénaristique de la série, mais enfin voilà, on a tous en tête Daredevil, on voit que c'est une série sombre, il y a une thématique divine, il y a une thématique, très voilà, on voit vraiment ce que c'est la série. On le voit aussi pour, Luke Cage. On voit Harlem, voilà, les Afro-Américains, on voit c'est très carré. On voit aussi Jessica Jones, un personnage très très timoré, très psychologiquement. Iron Fist, c'était le néant le plus total, et une série comme ça aurait beaucoup aimé avoir l'identité qui a réussi à se créer Echo. Même, Hawkeye, en un sens, même s'il y Complètement, a un oui, peu c'est la vrai. il y a un peu la il y a un peu la vibe Noël, Mmh. mais bon. Donc Oui. ça, c'était une vraie réussite. Hem, j'ai bien aimé sa famille, même si ça prend un peu de temps à se développer, et quand ça se développe, ça va vite. Voilà, c'est peut-être lié au cut. Hem, les pouvoirs de Maya Lopez, j'étais très sceptique, mais au final, ils sont pas très intéressants. Voilà, ils prennent pas trop le pas, ils dénaturent pas trop le personnage. Voilà ce que je peux dire sur la série. Dans l'ensemble, voilà, c'était pas mal, c'était pas exceptionnel, mais on a connu bien pire récemment du côté de Marvel, donc voilà, c'était sympa à regarder. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai qu'on pouvait, par rapport à d'autres programmes qu'on a vus du côté de Marvel, c'est vrai qu'on s'en sort vraiment plutôt pas mal avec la série Echo et pourtant au préalable, on vraiment s'attendait pas à une série, chouette parce que l'introduction, quoi qu'on en dise par rapport à la série Echo, l'introduction de Maya Lopez dans la série Hawkeye, elle est catastrophique. Elle est inintéressante et vraiment c'est pas ça donne pas envie de voir un programme sur celui-là. Tout le monde se posait la question du pourquoi du comment ils ont annoncé une série sur ce perso. Et finalement, on l'a vu, les sorties, et c'était vraiment plutôt cool en soi. Je suis un petit peu plus sceptique sur le côté scénario. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les personnages secondaires. Je les trouve absolument pas charismatiques et il y a trop de cuts. J'arrive pas du tout à m'attacher à eux, sauf la grand-mère évidemment. Et encore par moments, c'est un petit peu trop rapide. Mais oui, au global, il y a une identité par rapport au côté amérindien qui est, genre, c'est juste parfait pour moi, à mes yeux. Après, je maîtrise pas évidemment ce truc-là,
mais de ce qu'ils ont proposé ici, c'est très bien. Visuellement aussi, on en a pas parlé, la plupart du temps, c'est très beau. Je trouve que les couleurs sont très enfin pas vives, mais elles sont très contrastées. Je trouve qu'il y a une vraie prise de enfin une vraie, comment dire ça? C'est une vraie, prise de pas de risque, mais c'est une identité de la série Echo. La présence du caïd, forcément, très, très attendu et quoi qu'on en dise, même si on l'a pas forcément apprécié pour tout le monde dans la série Hawkeye, là, je trouve qu'il a un petit peu retrouvé son côté caïd de la série Daredevil. Enfin, selon moi, en tout cas, on l'aperçoit sur quelques scènes quand même et j'ai bien aimé, j'ai pas moi, c'est des points comme ça que je mets beaucoup en avant, c'est le côté sound design, les scènes de combat aussi que j'ai bien apprécié. Le fait que ce soit le premier programme qui soit un petit peu sanglant. Alors oui, je sais, on n'a pas de scène aussi sanglante que dans Daredevil, pas autant en tout cas, mais il y a quand même une scène où on a un gars à la tête à l'envers qui est complètement, décédé, les yeux presque hors de leur orbite, donc c'est pas mal. Le côté sound design, on joue beaucoup avec le côté sourd de Maya Lopez. Moi, ça, j'aime bien. Ouais. Alors, on l'a pas Oui, eu il y a eu une beaucoup, vraie idée, il y a eu une ouais, réalisation là-dessus, c'était pas mal, ouais. Ouais. notamment dans l'épisode 3. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode 3, ils sont dans une sorte de bowling et en gros, elle va se servir du fait qu'elle est sourde pour mettre la musique à fond et tout le monde est un petit peu perdu et elle peut se servir de ça pour se battre et avoir l'avantage. Sur ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, notamment la scène de fin dans le dernier épisode, le dialogue qu'elle a avec le caïd, où tu sens, sans l'entendre, qu'il est en train de hurler avec la traduction de sa meilleure amie et ça, c'est juste parfait selon moi. Donc il y a du bon, il y a du moins bon, mais ça reste une série qui est quand même un petit peu au-dessus, je dirais, de la moyenne. De toute façon, ça se manifeste par les notes parce que de ton côté, tu as attribué pardon, un 6,75 et moi j'ai attribué un 6,5. Donc on est quand même sur une bonne série en soi. Voilà. Maintenant, je sais pas si vous voulez qu'on Heu, parle. Pardon, je te laisse. ouais, j'aimerais dire 2 choses, qu'on parle beaucoup du Caïd, mais j'ai envie de mettre en avant la prestation d'Alec Cox, très intéressante. Moi, ce qui m'a marqué, c'était l'épisode 4 où elle est en train de dîner avec Wilson Fisk. Donc là, on voit, Vincent D'Onofrio qui fait une prestation vraiment bam, on est vraiment dedans, c'est impressionnant. Masterclass. Mais que dire de Maya Lopez? Je trouve qu'elle fait mieux qu'exister dans cette scène. Elle y prend part, elle résiste à la présence de Wilson Fisk. Je trouve qu'elle a vraiment c'est vraiment posé et c'est très, très, très intéressant. Elle a un et évidemment, c'est particulier pour nous, d'entrer dans ce langage des signes, mais je trouve que malgré ça, elle est vraiment elle impose un gros charisme face à Wilson Fisk, face à Vincent D'Onofrio, donc vraiment chapeau pour ça. On parle d'une actrice qui a comme Iman Vellani, qui a quasiment aucun background, voire pas du tout, hein, en C'est termes vrai, ouais. d'acting, donc vraiment bravo et j'ai envie de répondre à la question qu'a posée Tom sur la chronologie. Donc la série se déroule en 2025, on est quelques mois après Hawkeye et on apprend donc que Daredevil et le Caïd se tirent, se battent encore, pendant le snap de Thanos et en fait, ce snap de Thanos, il peut expliquer tellement de choses. On rappelle que la moitié du monde est mort donc bah, s'il veut sortir de prison, Il sort. c'est très, très simple. Mm. Et puis par rapport à la fin de saison 3 où Daredevil lui dit: «Si tu fais la moindre chose, si tu fais le moindre crime ou si tu t'en prends à mes amis, bah, je m'en prends à Vanessa». Donc il y a un statu quo, les 2 connaissent l'identité de l'un de l'autre, il y a un statu quo, faut pas voilà, personne ne doit toucher à l'autre, c'est fini, l'autre il va en prison, Daredevil il continue sa vie, personne Ouais. touche à l'autre, il touche pas à Vanessa, voilà. Mais si Vanessa est morte? Et oui, on sait Moi ça, je on sait pas. moi je pense que c'est la meilleure solution possible pour tout expliquer. Je pense que voilà, Vanessa a pu être snappée et à ce moment-là, le Ça caïd serait s'est dit: incroyable. «Bah, j'ai plus rien à perdre, donc je sors, je reprends ma vie, je fais ce que je veux» et voilà. Donc c'est intéressant et c'est un truc qui donne vraiment envie d'explorer ces 5 ans du Snap, quoi. On a trop peu exploré à ce moment-là, C'est donc vrai. c'est un peu dommage et quand on l'explore, on a l'impression que le monde est pareil. Je veux C'est bien ouais, y à croire part sur certaines quand bribes, mais c'est tout. ouais, je veux bien y croire quand on est en 2021, c'est 2 ans après, bon voilà, Ouais. mais le monde a pu se remettre, mais voilà. En tout cas, bon, chronologiquement, ça se tient. Oui. Et qu'est-ce que je rajouterais d'autre? Oui, j'ai l'impression que, outre la partie post-production qui a encore été peut-être un peu, charcutée, peut-être que ce format Marvel Spotlight impose à Marvel bah, d'entrer dans un format, voilà, très carré. Il faut qu'on réexplique tout, il faut qu'on impose. Ça sera très intéressant à voir, bah, non, en fait, ce sera pas intéressant à voir du tout parce que alors Wonder Man, la série Wonder Man sera Marvel Spotlight.
Oui. Ça, on le sait, c'est officiel, Mmh. mais il y a pas, semble-t-il, de lien avec le passé, donc je suis pas sûr qu'ils fassent des cuts Bien sûr, énormes, non. Ouais. sur la série. Mais en tout cas, voilà, on a senti que sur Echo, ce 1er épisode est très particulier. Ouais, c'est clair et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas forcément apprécié ce premier épisode parce qu'il était très rétrospectif, mais je pense que c'était quand même intéressant de savoir en fait, déjà, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce premier épisode. J'aimerais qu'on y revienne un petit peu. On apprend quand même comment, Maya Lopez perd sa jambe, comment elle perd, ses 2 parents, même si on savait comment elle avait perdu son père parce que c'est un extrait de la série Hawkeye. Mais on apprend quand même beaucoup de choses. On apprend qu'elle a perdu sa meilleure amie, qu'elle a été élevée par, Wilson Fisk. En partie parce que du coup, c'était un gang qui bossait pour ce mec-là. Donc non, je suis pas d'accord quand les gens disent qu'ils ont pas du tout apprécié le premier épisode parce qu'on voyait trop de trucs du passé. Moi, je trouve que c'était une bonne chose, justement, que ça explique bien qui est Maya Lopez, quel personnage elle est et ce qu'elle va devenir par la suite. Et je sais plus Ça fait pourquoi je très voulais, comics, en fait, comme truc, oui, c'est ça, je trouve. complètement, Voilà, complètement. ça fait un peu voilà, on a vu le personnage une fois, admettons qu'on l'a vu chez les Avengers, on se dit: «Tiens, on va faire un petit projet sur elle», bah, on revient dans le Ouais. passé, on prend des scènes entières. Et en plus, on te met, bien dans le truc direct parce que l'épisode 1 commence avec, du coup, les Choctaws qui ont, le enfin, je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est un monde à part. Peut-être qu'ils sont juste sous terre. Non, C'est un peu particulier, ouais, je sais pas mais trop. voilà, ils sortent de ce truc-là et en gros, j'ai l'impression que la Terre leur donne une seconde vie avec du coup, des pouvoirs du côté de je sais plus comment elle s'appelle, j'ai pas envie de Chafa? Oui, c'est ça, Chafa, je crois, la Oui, fille, Jaffa, c'est la première. voilà, donc ça, c'est la première qui, du coup, de génération en génération, amène jusqu'à Maï Lopez. Il faut savoir que c'est une lignée de femmes, ça aussi, c'était super cool. Donc, il y a la fille du deuxième épisode au tout début, vous savez, celle qui joue à une sorte de jeu en 1200 avant JC. Ensuite, on a Mmh, la fille du programme en noir et blanc. Ça aussi, c'était une. Je sais pas, mmh. j'en ai pas parlé, mais c'était très sympathique d'avoir Clo-Clo, ouais, Clo-Clo. d'avoir un épisode un petit peu avec une introduction comme ça. Évidemment, la mère de Maya Lopez et Maya Lopez elle-même. Même si maintenant, je sais pas si c'est. Je pense que c'est que temporaire le fait qu'elle donne des pouvoirs à sa grand-mère et à sa meilleure amie, mais on dirait qu'elle a la possibilité de l'étendre. C'est un peu particulier. À Ouais, voir mais si. on sait pas trop. Ah Ouais, ah et de l'étendre à qui, hein? Peut-être que c'est que à des relatifs Cocteau, je sais pas. peut-être, ouais, ou des gens qu'elle choisit. Je sais pas comment elle gère ce truc-là. J'espère que ça sera peut-être exploré, expliqué dans le futur. Mais non, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de positifs. Alors moi, je suis un petit peu plus médisant sur le deuxième épisode. J'ai eu beaucoup de mal parce que je l'ai trouvé scénaristiquement à l'ouest. Genre déjà le train visuellement, j'ai pas trouvé ça beau. C'était sombre et quand même, je trouvais que c'était pas beau. Ce qui est un vrai problème au niveau des fonds verts, je trouve. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, c'était plutôt cool. Le troisième épisode, Bah, c'était moi, le plus sanglant. le train, ce qui m'a dérangé, c'est surtout que ça il y a une finalité, mais pendant l'action, ça nous apporte rien. On sait pas ce qu'elle fait, on sait pas pourquoi elle le fait, Ouais, donc c'est une longue scène et puis il y a pas beaucoup d'action, donc non, enfin, c'est pas un mal qu'il y ait pas d'action, mais on nous vend quelque part, on nous laisse penser une scène d'action sans que ça en soit une. Donc voilà, après côté sombre, je peux te dire qu'on a eu des scènes de combat dans les séries Daredevil oui, Netflix, c'était beaucoup plus sombre que ça, hein. bien sûr, mais bon. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas l'épisode qui raconte le plus. Ouais, non, vraiment, celui-là, il m'est complètement passé à côté. Là où je sais que l'épisode 3, pareil, c'était souvent l'épisode le plus apprécié de ce que j'ai vu sur Twitter par la plupart des gens. Et moi, je comprends pas. Genre, pour moi, tout est téléphoné, tout est scénaristiquement mauvais dans cet épisode, et je comprends pas ce que les gens ont trouvé, très sincèrement, parce que j'ai tout pré-shot. Ça m'a vraiment saoulé personnellement. Donc, je sais pas si toi, tu as un avis différent sur ce troisième épisode par rapport au Non, moi je l'ai loading. bien aimé. Après oui, c'est Ouais. peut-être pas scénaristiquement le plus ouf, mais bon, c'est l'épisode qui apporte enfin un peu d'action. Je trouve que c'est intéressant. Il y a un bon final, on a une petite surprise, enfin une petite Ça, surprise, c'est pas oui. une surprise, mais voilà, ça fait un peu monter la série. Donc il y a de l'action, il y a ça. Hem, Après j'ai envie de te dire que niveau surprise, toute la série n'est pas une surprise et c'est Non, ça pareil c'est sur sûr. beaucoup de projets récents donc non, après oui, ça se tient peut-être avec l'épisode 4 parce qu'évidemment on a Wilson Fisk de A à Z, donc c'est sûr que ça aide. Mmh. Mais sans Wilson Fisk, moi je trouve que c'était un plutôt bon épisode. Moi j'étais intrigué par cet autre gang sous l'emprise de Wilson Fisk.
Et parallèlement à ça, je trouve que c'est l'épisode qui alors je sais que tu seras pas d'accord parce que du coup, tu as pas grandement apprécié la famille de Maya, mais je trouve que c'est l'épisode qui moi, qui me l'a fait apprécier. Avant ça, c'était Ok. pas trop le cas et après ça, c'était à partir de cet épisode-là où j'ai commencé à aimer sa famille et le développement qui est fait autour. En fait, j'apprécie le développement qui est fait autour du personnage qui tient le bowling, là. Je sais plus, je crois que c'est son parrain ou son oncle, Son j'ai oncle, oublié. Voilà, son ouais. oncle. Ça, pour le coup, je trouve que c'est un traitement intéressant parce que ça intervient dès le premier épisode. C'est le seul personnage qui apparaît vraiment beaucoup à chaque fois, entre guillemets. Mais c'est plus ouais, le côté relationnel avec Biscuit. Moi, j'ai pas du tout accroché le fait qu'il la suive comme ça dans l'épisode 2 sans poser de questions jusqu'au bout. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu trop facile pour que ça soit attachant. Et pareil pour Bonnie. En fait, Bonnie, je pense qu'il y a beaucoup de cuts. Il y a beaucoup, beaucoup trop de Ah oui, oui, cuts. ça Et c'est une c'est pas certitude. bon. Mmh, On te oui. vend dès le début de la série comme la personne qui. Enfin, c'est une séparation brutale de deux enfants qui Mmh. jouaient tout le temps ensemble. Et je trouve pas qu'on retrouve ce côté émotion dans la suite, malheureusement. Et ça, je trouve Même que c'est un point négatif. les retrouvailles, on sent que ça a été charcuté, c'est ultra Ouais. rapide, on sent qu'il manque quelque chose entre le 2 et le 3 en fait, sur Bonnie. C'est Oui, vraiment à ce niveau-là, on sent qu'il y a quelque chose qui manque et point négatif sur la série, qui m'est venu, enfin j'y ai déjà pensé mais tu m'en as rappelé, j'ai l'impression que Marvel dans le cadre de cette série, alors peut-être pas à l'avenir, mais dans le cadre de la série Echo, ne sait pas trop quoi faire du personnage, dans quelle direction, on va ouais, avec ce personnage-là. Elle est très indécise entre le 4 et le 5, et même à la fin, on a un peu du mal à comprendre parce qu'en fait, elle partait, quoi. Elle partait, alors elle revient, ouais. elle était pas partie pour rester, quoi. Elle était pas partie pour rejoindre Fisk, elle était partie pour aller où? On sait pas trop Ouais, c'est et ça, c'est bizarre. j'ai pas l'impression que Marvel, ouais, il y a vraiment, c'était très hésitant et au final, bon, elle reste avec sa famille, d'accord, mais c'est très hésitant le développement du personnage. Très axé sur son passé plutôt que sur son présent et C'est pas du tout ça. sur le futur. Le présent, le futur, je trouve que c'est malheureusement raté. Par contre, il faut évidemment parler du passé qui pour moi est ça c'est une vraie prouesse, c'est un vrai gros point positif. Le lien qu'elle a avec son enfance sa relation avec Wilson est beaucoup trop intéressante, beaucoup trop bien ficelée. Moi, il y a une scène qui m'a marqué dans l'épisode 4. C'est quand même qu'on on revoit le marteau. Ça, c'est beaucoup. Je trouve que c'est genre, en termes de puissance émotionnelle entre les deux personnages, je trouve que ça représente énormément de choses. Parce que Kingpin, on le sait, émotionnellement, c'est un personnage très compliqué enfin, pour ceux qui ont vu la série Daredevil, vous le savez, c'est assez particulier à ce niveau. Et le fait que ça se répercute aussi sur le personnage de Echo, je trouve que c'est réussi, pour le coup, et que ça marche très très bien. Moi, la scène du marteau, vraiment, elle me reste dans la tête, hein. Mais semble-t-il que cette scène du marteau, elle a été pensée déjà il y a très longtemps, bien avant l'idée Putain. qu'on canonise les séries. Donc c'est des échos qu'on a eu de Scooper qui sont pas les plus fiables du monde et que je considère pas comme les plus sérieux, mais semble-t-il que voilà, c'est une scène qui a été pensée et c'est vrai que ce marteau, et je suis en train de refaire la saison 3 de Daredevil en ce moment et là alors il tue son père dans la saison 1, mais même dans la saison 3, le marteau, il en est question quand il essaie de manipuler, Ouais, Dexter, Bullseye. Donc donc ouais, c'était sympa de réutiliser le marteau, même s'ils ont recast le marteau, hein. Ils ont oui, du mal à c'est garder pas le même. les mêmes acteurs, donc ils ont même recast le marteau. Mais non, non, mais ça fait et puis ça fait des liens avec l'ancienne série, donc moi je ne peux qu'être heureux. Ah ouais, je trouve que ça, pour le coup, c'était très réussi. Et encore plus le côté. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié le côté. Elle veut essayer de soigner le caïd à la fin. Elle ne soigne pas le caïd, hein. Le caïd n'est pas soignable, mais c'est trop intéressant, je trouve, de replonger dans ces traumatismes. Parce que c'est de là que tout vient. Et la Bah, scène du mur, là, c'est trop en symbolique fait, pour moi, hein. ce qu'ils disent dans la série, elle le soigne de ça en fait, c'est un pouvoir qui soigne, en fait, des douleurs émotionnelles et Ouais. donc on a un caïd qui, semble-t-il, ne s'est jamais remis de ça, de ses parents, de la maltraitance, possiblement du meurtre en lui-même Hmm. et voilà, il est soigné. Peut-être qu'il va être encore plus violent, en tout Ah, je cas, sais il a un pas. fardeau émotionnel en moins pour la suite. Donc peut-être que ça va jouer un impact sur la psychologie du personnage à l'avenir. Pourquoi pas. En tout cas, j'ai trouvé que c'était. Enfin, la relation entre les deux, pour moi, c'est le gros, gros point positif de cette série. Enfin, il y a le côté culturel aussi amérindien, c'est parfait. Mais sur les deux personnages, les relations entre les personnages, je trouve que c'est vraiment ce qui a été de mieux dans cette série Echo. Ce qui fait que Mmh. je la mets vraiment au-dessus, un petit peu au-dessus du lot par rapport à d'autres. Mais voilà, au global, ce qu'on a pensé de cette série Echo, je sais pas si tu veux rajouter quelques trucs.
On peut parler de la scène post-générique. Oui, parce qu'avant, avant, il y avait la promo, c'est pour ça que je dis ça, parce que tu voulais un petit peu parler de ça. Ouais, ça, c'est une scène post-générique qui fait clairement le lien avec, la suite de l'arc autour du Caïd et clairement le lien avec Daredevil. Mmh. Alors, j'ai pas de problème contre la scène en elle-même, mais si la rumeur qu'on a évoquée plus tôt, comme quoi, le Caïd est, directement dès le début de Daredevil, le Mère. maire, heu, ça m'embête un peu parce que voilà, il y a, ça me plairait beaucoup. Alors je dis pas qu'il faut passer 15 épisodes là-dessus et qu'il faut faire toute la série sur l'élection, mais j'ai Ouais. envie de voir en fait, le Caïd qui réussit à gagner cette élection, qui manipule la population, j'ai envie de voir ça. Là, il est possible qu'on voit pas tout ça, donc À ça voir, m'embête un ouais. petit peu. Ouais. Hem, Mmh. ouais, ça m'embête un peu, je trouve que ça c'est un peu rapide et puis on a tellement eu de choses dans le MCU récemment qui ont été faites hors écran. Ouais, que ça serait Rien intéressant rien de voir un petit peu plus. rien que Hulk, qui est devenu prof Hulk hors écran. Donc là, on a Ça, encore c'est vrai, hein. possiblement un énorme, un énorme ch enfin un énorme élément scénaristique qui se ferait hors écran. Donc c'est dommage. C'est toujours marrant de revoir des personnages à la télévision qui existent vraiment, hein, parce que les 2, les 2 qui parlent à la télé sur la scène post-générique sont des vrais journalistes, des vrais Ah putain, je savais éditorialistes pas. politiques qui existent à la télévision américaine. Oh bordel! Celui qui présente l'émission, Pat Kiernan, alors je vais aller vérifier, mais Pat Kiernan, donc c'est un vrai journaliste américain, il apparaît dans un nombre de projets Marvel, c'est fou. Ah purée! Oh c'est génial comme news. Sinon moi pour parler un petit peu de Alors cette il scène post ouais, générique pardon, je les ai vas-y. juste avant. Il apparaît dans Avengers, dans Iron Man 3, dans Doctor Strange, dans Spider-Man Far From Home, dans Spider-Man No Way Home et côté Oh série, il bordel! apparaît donc dans Echo, Daredevil, Defender, Punisher et Hawkeye. Le mec est partout. Le mec il a Bah, plus le d'apparitions que certains mec persos. le mec a sa propre vie, aussi dans le MCU, c'est le même. Le mec a plus d'apparitions que Hawkeye. C'est sûr, C'est vrai. c'est abusé. Oh what the fuck. Oh bordel, je suis mort. Ça c'est quand même assez drôle. Non mais moi pareil pour la scène post générique, moi je suis très hypé par contre le fait qu'il soit amer parce que ça va amener un côté urbain très violent, je pense. Mais comme tu dis, c'est vrai que voir l'élection, voir un petit peu comment il manipule parce que c'est un gros côté, très kiffant du caïd ça et c'est ce que j'avais particulièrement apprécié dans la saison 1 de Daredevil avec Wesley, qui est vraiment genre c'est trop, trop fort. Mais ouais non, j'avoue que j'aurais aimé voir un petit peu de ça, mais on connaît Marvel Studios, ils ont tendance à mettre beaucoup de choses en off, donc je pense pas qu'on puisse malheureusement le voir. Hop. Alors oui, je viens d'y penser et c'est ce que dit Tom, peut-être en flashback. Moi, en flashback, ce que je verrais bien dans Daredevil, c'est Oui. tout ce qui est pendant le snap. Je pense que ça peut avoir un vrai apport pour la série, mais j'ai du mal à visualiser en fait, de me dire: «Voilà, la série commence, il est déjà maire». À quel moment de la série ça aurait un intérêt de montrer des flashbacks de l'élection? Je comprends pas. Ouais, je sais Pour moi, pas. il faudrait les montrer d'entrée. Mmh. Peut-être, mais En j'ai vrai, un peu du mal à visualiser ça. dans les flashbacks de Daredevil Born Again, ce qui serait incroyable pour amener, je pense, une bonne série, tu fais disparaître Vanessa, la femme de Wilson Fisk, et tu montres un truc un peu violent autour de ça, sa sortie de prison, etc. Et tu sais pas, tu fais disparaître Karen ou Foggy, et ça peut être aussi très très fort émotionnellement pour Daredevil. Je pense que ça peut être 2 points qui font un bon début de programme, enfin selon moi. Vane Vanessa, il y a un vrai enjeu sur, Mm. sa première apparition, hein, parce qu'on rappelle que ce ne sera pas la même actrice que dans la série Daredevil. Donc, on peut très bien imaginer, Oula. une première apparition Mm. où voilà, elle apparaît telle quelle à l'écran et le caïd se dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu étais morte», tu vois? Ah Un oui. un truc un peu comme ça. Heu, oui, peut-être qu'ils montreront le snap en lui-même peut-être, parce que c'est vrai que ça a À été voir. beaucoup fait récemment. Oui, On Yelena, ça a verra. été fait. Moi, je doute sincèrement qu'il y ait beaucoup de liens avec l'ancienne série. Même si c'est canon, je pense que voilà, on va se situer dans le présent. S'il y a du passé, c'est vraiment par rapport au Snap à mes yeux. Hem, Ouais. donc voilà. Non, mais en vrai, il y a quand même sujet à faire un bon truc. Je pense que Daredevil peut être un vrai premier programme qui peut apporter un côté urbain intéressant. Selon moi, c'est celui qui va lancer un petit peu tout ça. Même si on a vu quelques bribes avec Echo. Je Et pense Hawkeye, que... faut pas oublier Oui, Hawkeye et aussi Hawkeye, là-dessus pardon. C'est vrai. qui apporte, ouais, pas mal de bribes, voilà, on voit que le Caïd était là pendant Snap, on voit qu'il a reconstruit un empire, on voit qu'il est toujours intéressé par la ville de New York. Yes. On voit qu'il a fait des grosses manipulations, bah, même pendant le Snap, hein, parce que pour aller tuer le père de Maya, il a manipulé le Ronin quand même. Ouais, c'est fort. Donc
Donc voilà, je sais pas si tout a été pensé de A à Z depuis le début, mais en tout cas, Je voilà, pense pas. mais non, c'est un arc urbain qui est plutôt pas mal. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on verra si c'est aussi sombre que la série. Je pense que c'est pas nécessaire de faire constamment du aussi sombre, parce que moi, je m'en souviens, sur la fin, quand je regardais encore, de façon très, très assidue, les dernières saisons Netflix, donc c'était Jessica Jones et Punisher. J'en pouvais plus de cette ambiance sombre à chaque épisode. Je trouve que ça devenait redondant, on sent Ouais, je et je trouve comprends. que ces séries sur la fin se sont enfermées dans un schéma et alors qu'on pouvait vraiment mieux faire et alors là, je pense que alors c'est pas s'ils le refont, OK, ça me va, hein, mais je pense que comme on va être dans un univers qui est plus ouvert avec plus de super-héros, d'interactions, alors j'imagine pas Jessica Jones interagir avec Captain Marvel tout de suite, même si, ça peut Non. être pas mal, mais parce qu'on sait qu'elles sont très amies dans les comics, Oui. mais mais voilà, on sait qu'il y a plus d'ouverture et que peut-être que ça permettra de faire, voilà, si on perd un peu ce côté très dark, on peut peut-être le gagner en ouvrant un peu les interactions des personnages. Je pense aussi. En tout cas, ce qui est le truc à retenir, je pense, c'est que on n'attendait pas beaucoup de Echo. Finalement, c'est quand même un plutôt bon programme qui, je trouve, apporte de bons points positifs sur certains sujets, certaines thématiques, sur le futur du MCU. Et je pense qu'on Ouais, peut que être content de ce qu'on a vu pour le moment. Ça donne envie quand c'est même. ça. Donc, c'est Ils ont cool. réussi à mes yeux, évidemment je respecte ceux qui n'ont pas aimé la série, j'en connais, mais ils ont fait à mes yeux un programme correct sur un personnage qui n'intéressait personne, moi compris. C'est ça. Pareil. Même si je me suis rendu compte que très récemment, j'ai quand même lu pas mal de comics avec, Maya Lopez, hein. J'ai lu son apparition avec Daredevil, mais j'ai aussi lu les New Avengers où elle apparaît en tant que Ronin avec la main et tout, donc mine de rien, je me dis que c'est un personnage qui peut vivre dans le MCU Complètement, et complètement. voilà, donc c'est un personnage qui évidemment, c'est pas le personnage qui a le moins d'intérêt, hein. Je trouve qu'Agatha, c'est pire. Que j'ai vraiment, je comprends pas, enfin, non, je comprends pourquoi ils font un projet Agatha. Il y a vraiment des choses à faire par rapport Il à y a des choses. Wanda et la suite. Hmm. Mais si on n'a pas WandaVision et qu'on me dit qu'on va faire un projet Agatha, je dis: Ouais, c'est. d'accord». Ouais. D'accord. Echo, il y a un peu plus de background, mais mais voilà, ces personnages-là, mais après tout, voilà, ils ont réussi à faire un truc intéressant sur Echo, donc pourquoi pas, faire d'autres projets comme ça, intéressants sur d'autres personnages un peu, qui sont vraiment à la marge, sur un format d'ailleurs comme ça, hein, moi ça me va. Complètement, je suis Heu, très d'accord. j'ai été un peu dubitatif quand ils ont annoncé 5 épisodes, mais s'ils arrivent à je vois la photo du Caïd là, faut que j'en parle. Heu, Ouais, c'est pour ça. de faire un projet comme White Tiger, on en parlait tout à l'heure, voilà, pourquoi pas une petite série de 5 épisodes, si c'est bien amené et bien construit scénaristiquement, ça peut être intéressant. Yes. Avant de te laisser parler de la promo, je parle juste de Tom Calino dans le chat qui nous dit en vrai, si Fisk était Lumière, ça va être chaud pour les héros de s'attaquer à lui. C'est tout l'intérêt. Je pense que ça va vraiment être un gros point, le gros point principal de ce côté urbain. Aux yeux du peuple, voir des héros s'attaquer au maire, c'est pas fou. Ben, vous avez Même compris toute cette juridiquement, il logique, va hein. être intouchable, ils pourront pas le toucher. Ça me fait un C'est peu vrai. penser à la saison 3 quand Foggy se dit: «Putain, comment je vais survivre à Hokkaido? Bah, je vais faire du bruit et je vais essayer de devenir, procureur» et là, comme C'est ça, exactement il peut ça. pas toucher à Foggy. C'était un peu l'idée. Voilà. Maintenant, je te propose de parler pour finir de la promo. Tu voulais dire un petit mot sur ça par rapport à ce poster qui est Oui, affiché sur notre droite. Et après, on se c'est quittera. ça, oui. Je voulais revenir sur, beaucoup de personnes qui ont parlé de promotion mensongère, en fait, sur la série. J'ai trouvé ça un peu extrémiste, mais pas dénué de sens. Comme quoi on aurait vendu quelque chose qui n'est pas du tout le produit final. Hem, il y a 2 choses en fait, il faut trouver le juste milieu. Je pense oui que Marvel Studios a un peu fait ce qu'il fallait pas dans la promotion, notamment parce que ça n'intéressait personne une série co, donc ils ont vraiment mis en avant le Caïd. Et on l'a vu, hein, quand ils ont sorti la bande annonce que c'était sombre, quand ils ont annoncé un projet, TVMA, interdit aux moins de 16 ans, on a vu le Caïd en sang, on a fait: «Ah! Ça va être bien, ça va», tout le monde s'y est remis à intéresser, tout le monde s'est dit: «Ça va être génial», alors que un jour avant, c'est Echo, mais qui veut voir Ouais. Echo? Donc évidemment que marketingment parlant, c'est intelligent, mais le problème, c'est que, on sait qu'on a des fans qui sont parfois très,
carrés sur leurs idées, ça va très Mmh. vite en besogne et je pense aussi qu'il faut que la communauté Marvel et que la communauté en général, garde un peu de lucidité. La série, c'est Echo et évidemment que le projet allait être sur Maya Lopez, sur sa famille, évidemment que voilà, qu'on allait avoir le Cade, il allait pas être, le personnage principal, même si on voit l'affiche, il est vraiment bien plus présent que Echo et là Ah, c'est là complètement. qu'on voit que alors c'est pas l'affiche principale, hein, évidemment, évidemment qu'il y aura d'autres affiches mais c'est un exemple que je voulais montrer pour illustrer mon propos, comme quoi voilà, le Cade était peut-être un petit peu trop mis en avant, même on peut même parler de Daredevil, si on n'aurait pas parlé de lui, Oui. ça m'aurait pas choqué vu le temps d'apparition qu'il a. Ouais, c'est vrai. Hem, mais voilà, il faut aussi que la communauté se dise: «Voilà, on me vend un projet Echo, bah, ça sera Echo, ça sera sur Echo et c'est tout à fait normal». C'est pas un projet qui va s'appeler Kingpin. Oui, Donc oui, il c'est faut sûr. qu'en fait, on arrive tous à trouver de la mesure, heu, dans nos critiques. Hem, enfin après chacun fait comme il l'entend. Moi quand je juge la série en fait, je fais abstraction, de la promotion. Je fais abstraction enfin évidemment si on vend quelque chose qui n'est pas du tout ça, Oui, je vais le dire et d'ailleurs je le dis. Mais j'essaie de faire abstraction de ça et plus que tout, j'essaie de faire abstraction aussi de mes attentes personnelles de la série, en général. Hem, donc c'est pour ça que je vais rarement mettre du 0 ou du 10 sur un projet ou des choses comme ça. Hem, ou que même quand on a une série qui je trouve globalement mauvaise, mais qui a un épisode qui est exceptionnel, bah, je le dis et je le dis pour Secret Invasion. Moi, j'ai trouvé l'épisode 1 qui était incroyable, oui, incroyable. mais le reste de la série était pas bon du tout. Donc voilà, il faut qu'on je trouve que des fois on y gagnerait à avoir un petit peu plus d'humilité dans nos analyses et un peu plus de calme en fait, voilà. Complètement. Mais oui, il y a peut-être eu, un petit problème, un petit couac dans la promotion de Marvel, mais très récemment en fait, je trouve que ça revient récemment, hein. Ça revient beaucoup en fait. Ouais, de fou. C'est vrai que c'est très actuel comme façon de faire. Mais c'est bien que Je tu en pen parles. je pense à Valkyrie dans The Marvel, on le sait dans la bande annonce. Ouais, Donc, c'est vrai. on voit qu'il y a peut-être des fois Marvel en fait trop sur la promotion. Même dans la bande-annonce de The Marvels, on voit Binaire, hein. On la voit littéralement, hein. On voit le petit costume, on voit la Ouais, scène post-générique dans le trailer. Ça, c'est une vraie dinguerie de faire ça. Je suis c'est vrai. choqué, hein. Ça m'a j'ai pas compris. Parce que du coup, quand tu vois le trailer et que tu vas voir le film, tu te dis: «Bah ouais, il y a une scène que j'ai pas encore vue, scène post-générique». C'est un peu C'est vrai. bizarre. Mmh. Mais ouais, donc c'est bien Ouais, que t'en aies parlé. après c'est pas simple, hein, j'entends, hein, si Marvel, vient nous dire: «Oui, mais comment voulez-vous?» mais je comprends parce que c'est une série que personne demande, Oui, donc voilà. Imaginez qu'on ait fait uniquement la promo, sur, Maya et ses ancêtres. Je suis pas convaincu du non, résultat. non, Donc on voit qu'ils ont cherché un petit peu à exacerber la communauté et pas qu'avec le Kaïd, hein, quand ils remettent des extraits entiers de la saison 1, de dans Daredevil. la bande annonce et qui reconfirment en même temps la canonicité de l'ancienne série. Ils sont pas cons. Ça fait partie de Ouais, ça fait p Ils sont pas cons, c'est intelligent, mmh, mais il y a un double tranchant et c'est le ça. double tranchant, ça c'est dans les critiques un peu exacerbées des fans aussi. C'est ça, complètement. En tout cas, c'était bien de l'évoquer. On aura l'occasion évidemment d'en reparler, de Daredevil, tout ça, l'année prochaine, etc. Mais dans tous les cas, j'espère que cette émission vous aura plu, cette troisième édition de la chronique Marvel Cinéverse. Si tu as un petit mot de fin, je te laisse en profiter. Non, bah, là, j'ai pas de mot de fin dans l'immédiat, mais voilà, restons optimistes, soyons Oui, un peu lucides dans les analyses qu'on faisons. Voilà, quand on voit une rumeur, gardons en tête que c'est bien une rumeur, qu'il y a des rumeurs qui sont plus crédibles que d'autres, que toujours. quand vous voyez le 1er tweet passer qui vous annonce: «Ah, il y aura ça dans ça», attention, on est vigilant Prends des et pas que pour pincettes. Marvel, hein, pas que Pour pour tout. Marvel, pour tous les sujets de la vie, donc soyons vigilants, faisons attention à tout ça. Évidemment. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se donne rendez-vous, mais on se retrouvera prochainement pour parler évidemment de Marvel. J'espère que cette émission vous aura plu. Vous pourrez la retrouver juste après en rediffusion et sur la chaîne de Marvel Cineverse d'ici quelques jours. N'hésitez pas évidemment à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de ces vidéos-là. Et sur ce, ben, à très bientôt. Je vous souhaite de bien vous porter et à la prochaine. À la prochaine.